qui m'a mis mal à l'aise, c'est l'approche quasi nombriliste de Roman Boringer par rapport à l'histoire de Clémentine Autain. Voilà, le film est très signifiant par rapport à ce qu'il dit de l'intériorité des personnages, ça n'aurait pas besoin d'être explicité parfois visuellement. Moi je suis énervée depuis la saison 3 Et tu regardes quand même. et j'y retourne à chaque fois. C'est ton ex toxique. Un jour, faudra qu'on fasse un focus sur pourquoi les renards Disney sont-ils aussi sexy. Il y a des fanfictions érotiques Ouais. Je suis pas étonnée. Évidemment. sur ce Vu duo. le en VO, il y y avait 1000 adultes et aucun enfant. Bah, en VO évidemment. normal. Je vais me faire foutre aussi. Ça va pas ou quoi? Enfin Rita. Enfin, Rita. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans cet épisode, les enfants vont bien, du moins c'est ce que nous promet le titre du nouveau long métrage de Nathan Ambrosioni et le carton du dernier film d'animation Disney, Zootopie 2. Après L'amour flou, Roman Boringer est de retour derrière la caméra avec Dites-lui que je l'aime, adaptation du livre de Clémentine Autain consacré à sa mère qu'il a abandonnée bébé. Et si les enfants de Stranger Things ont bien grandi dans cette ultime saison, l'événement que continue de susciter la série des Duffer Brothers nous fera nous demander en focus du jour pourquoi les films et les séries d'aujourd'hui sont aussi nostalgiques de l'époque des vidéoclubs. En fin d'émission, carte blanche à Valentin qui nous fera l'éloge des rétrospectives en nous soutenant que oui, parfois c'est mieux de regarder les films d'un cinéaste dans l'ordre. Silence, moteur, la perche est dans le cadre mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, bonjour à Yuri qui réalise techniquement et artistiquement l'émission. Bonjour à Valentin, à Rita, à Laurent et à Alban. Bonjour Elisabeth. Bonjour, merci. Avant de lancer le courrier des perchés, quelques petites annonces avant la fin d'année, Yuri. Bah oui, parce que déjà, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, toutes plateformes confondues, donc à la fois Spotify, Apple Podcasts, Deezer et YouTube, enfin bref, toutes les plateformes de podcasts sur lesquelles nous sommes disponibles. Mais vous êtes très plaisir, vous êtes merci. moins nombreux à vous abonner et à vous nous laisser des commentaires et des... Oui, que dis-tu, Est-ce Laurent? qu'on peut considérer qu'ils sont trop nombreux, pas assez nombreux, Ben, je dirais que suffisamment nombreux? ils sont nombreux. Voilà, D'accord, c'est bien. c'est C'est une déjà On les laisse juges de cette une question. estimation large, mais du coup, n'hésitez pas, si vous nous faites un petit cadeau de Noël, à vous abonner et à nous laisser des petites bonnes étoiles et des petits pouces en l'air si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous pouvez juste tout désabonner, et c'est pas grave, on vous en tiendra pas rigueur. Enfin, moi, Il y a quelques ça tueurs à dépend des gages gens, qui ont mais- été embauchés. moi, en tout cas, j'en tiendrai rigueur, enfin, clairement. Et le deuxième point, c'est que du coup, on est toujours preneur évidemment de vos commentaires, dont on va parler dans pas longtemps, mais on va aussi donc faire une émission de fin d'année dans laquelle on va récapituler nos tops et nos flops de l'année, et on serait très curieux de savoir quel est votre film préféré de l'année. Donc on va lancer un sondage sur Instagram, mais vous pouvez également le commenter sur toutes les diverses plateformes. On le prendra en compte et on fera eh bien du coup le top 1 des perchés, votre film préféré de l'année. J'ai un peu le sentiment que ce sera pas le nôtre et ça me fait un peu plaisir d'avance. Voilà. Bah, Du ce coup, sera chouette de pouvoir débattre, effectivement. voilà. Putain, c'est vrai, on a plein d'auditeuristes silencieux. Hein. C'est vrai, mais il y a un film qui a fait beaucoup l'unanimité cette année qu'on a à peu près tous pas aimé, et donc je ne dirai pas lequel, mais voilà. je Maintenant, pense. garde le suspense parce que je suis pas certaine de savoir duquel tu parles. Moi non plus. Moi non. C'est l'heure du courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Rita, est-ce qu'on a eu du courrier cette semaine? Comme d'habitude, vous nous laissez des commentaires et ça nous fait plaisir. Et je sais que certaines personnes écoutent le podcast en skippant le courrier des perchés. Et ben vous serez jamais dans le courrier des perchés. Comme ça, c'est dit. En fait, on a notamment eu des retours sur vie privée avec une personne qui s'appelle Brieux qui nous a dit que ça l'a laissé perplexe et il en est presque à penser que la réalisatrice a cru pouvoir faire, bon, ça on jugera pas, mais un film à la David Lynch, mais qu'elle s'est plantée. Le piège est qu'elle veut nous faire passer pour plausible une enquête qui devrait uniquement jouer sur les sentiments. Je n'arrive pas à comprendre, accepter la raison du rêve avec l'orchestre et les nazis et collabos. Cette phrase est géniale. Puis l'enquête qui part dans tous les sens. Comme vous l'avez évoqué, il manque un scénariste pour border l'affaire. Le jeu des acteurs est en effet plaisant, avec mention pour le « Je ne pleure pas, c'est mes yeux », dit à Daniel Auteuil, Hugolin. Ah, je crois que c'est le nom du personnage. J'étais pas bien sûre de ce que ça voulait dire. Cela étant, c'est une opinion. J'ai pas vu le film, donc je peux pas trop réagir à la question. Mais Toi, tu l'as vu, Alban, vous étiez un peu plus positif avec Manon sur vie privée quand même. Bah en fait on a pointé un petit peu les mêmes défauts du film, mais en Moins soulevant quand même des intensément. choses du film que lui a juste soulevé comme des trucs sympas quoi. Mais il a pas tort hein. ouais, vous êtes moins violent, vous virulent. Bah, ça vous a moins gêné en fait, surtout. Ça nous a moins gêné en fait le tout en fait quand tu regardes le film dans son entièreté, il y a quand même
plusieurs choses de positives. Et comparé à cet auditeur, moi j'ai bien aimé justement cette histoire de rêve et j'étais revenu dans l'émission, notamment une sorte de sujet sur lequel Rebecca Zlotowski vient de film en film, et du coup je trouve ça intéressant. Carrément. On a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire sur le fait, enfin c'est pas quelqu'un, c'est Claudine, qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de films décevants ces derniers temps, pas nuls mais décevants, comme Vie privée pour selon elle, Bugonia, Des preuves d'amour, en espérant un peu mieux avec Un agent secret et Les enfants vont bien. Et je plus sois en tout cas l'idée que j'aimerais qu'on ait des films qui nous fassent bouger un peu plus cette année, j'ai l'impression. C'est vrai que la fin d'année est un peu morose, mais peut-être que cette émission va tout changer, qui sait. C'est bientôt le retour d'Avatar et des baleines semi-télépathes, enfin. Yeah. Peut-être qu'elles ne seront plus qu'un tiers ou un quart télépathe. J'ai vu un tweet qui dit que personne ne s'attend au degré de tribunal des baleines qu'il va y avoir, à combien de temps est dédié au tribunal des baleines dans Avatar 3. Au tribunal des baleines. Ouais. Mais du coup ça m'a donné envie de voir le film alors que bah oui, parce que merde, moi aussi. Ah bah ouais, moi aussi je voulais pas y aller. Merde. Bah après c'est un tweet, les gars, ma source c'est inquiète. Donc et le dernier commentaire, je vais pas donner le nom parce que la personne a fait un point qui a énervé Félix, et donc réglez vos comptes entre vous. Mais donc il a dit on peut être climato-sceptique et écologique en fait, et justement c'est un point non manichéen et non évident du film, et j'ajoute que la fin du film donne raison à Jesse Plemons. En fait pour moi dès que la première phrase est commencée, t'arrêtes de lire le reste du message. Ça sert à rien en fait. Écoutez, moi je ne censure personne. Moi oui. J'accepte. Moi j'assume la censure. Je passe mon temps à censurer les gens, mais juste Félix était hyper remonté contre ce commentaire et il voulait qu'on le lise et qu'on dise qu'il était très fâché. Il se débrouillera avec ça. Eh ben écoutez, battez-vous, retrouvez-vous dans l'octogone de La Perche. C'est tout de suite le box-office de la semaine. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi. Et alors Yuri, on disait fin d'année un peu morose, est-ce que le box-office l'est lui aussi, ou est-ce qu'il commence à reprendre des couleurs ? Bah non, là le box-office défonce tout, à savoir, un seul film défonce tout, il s'agit de Zootopie 2 dont on vous parle tout à l'heure, puisqu'il fait 1 700 000 entrées sur sa première semaine, ce qui est genre débile. Je crois que c'est le meilleur démarrage de Disney depuis Vaiana. Ils ont fait vachement de scolaires aussi. Oui, mais enfin, c'est leur droit. Ils ont poussé le truc à fond et c'est malin. Parce que et des entrées sont des entrées, un sou est un sou. Je pense que les enfants sont ravis d'aller voir ça. Sûr, et j'étais dans une salle où il y avait 0 enfant. J'étais en VO, il y y avait 1000 adultes et aucun enfant. En VO, évidemment. Normal, ouais. Je vais me faire foutre aussi. Ça va pas ou quoi ? Enfin Rita, je suis ruiné. Bon, et du coup, en deuxième position, un autre film tire son épingle du jeu puisqu'il s'agit de Vie privée de Rebecca Zlotowski qui fait 252 000 entrées, donc 1,5 million d'entrées de moins. Mais bon, c'est pas tout à fait le même budget ni le même public. Ça m'étonnerait de voir des scolaires avec vie privée avec des orchestres et des nazis. Enfin bon, cela dit, chaque prof fait ce qu'il veut, j'imagine. L'école fait ce qu'elle veut, oui. L'école fait ce qu'elle veut. Non, c'est le film Bugonia qui est donc en 7e position, qui fait, je crois, un peu mieux que le précédent film de Yorgos Lanthimos, puisqu'il fait 85 000 entrées sur sa première semaine, et La Voix de Indra Jab qui, tout de même, sur sa première semaine, récolte 56 000 entrées. Qui, pour un film comme ça, est quand même pas du tout négligeable. Un documentaire assez dur, quand même, dont on vous a parlé également la semaine dernière. Documentaire. Et ben voilà, docu-fiction un peu difficile à regarder, dont on vous a parlé la semaine dernière. En attendant, Wicked va à peine dépasser les 400 000 entrées, je pense, à la fin de sa carrière, ce qui est quand même un peu comique au vu du carton plein que c'est outre-Atlantique. Enfin voilà, si vous voulez des explications sur tous ces chiffres, n'hésitez pas à réécouter toutes nos émissions précédentes. Elles vous donneront des petites billes pour comprendre ces phénomènes. Et le premier film dont on parle aujourd'hui, c'est justement le gros carton de la semaine, c'est Zootopie 2. On écoute la bande-annonce. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. Non, carotte. Fabuleux. Vous voulez arrêter les méchants ? Aïe ! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles d'un lapin ! Soyez sur la même longueur d'onde. Après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, le duo de policiers formé par la lapine Jodie Hobbs et le renard Nick Wilde découvre que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque leur chef leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise, et leur partenariat sera mis à plus rude épreuve encore lorsqu'ils devront éclaircir un nouveau mystère sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, en s'engageant sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Oui, c'est le pitch en entier. Je vais aussi préciser que Zootopie 2 est réalisé par Byron Howard et Jared Bush, qui étaient déjà les deux réalisateurs du premier. Il y avait un troisième larron qui s'appelait Rich Moore et qui n'est plus là. Rita, tu disais... Mais bisous à Rich, hein. J'espère qu'il va bien. Que... Je peux trouver l'info si vous voulez.
Rita, est-ce que déjà tu avais aimé le premier Zootopie ? Je crois que je l'ai pas vu. Je n'ai aucun souvenir. Il est trop chouette. Mais j'ai hyper envie de le rattraper parce que si je l'ai vu, je l'ai oublié en tout cas. Mais j'ai pas de... C'est vraiment très très bien. Ouais, c'est bien, franchement. Et ben moi j'ai passé un super moment. Je mets de côté beaucoup de moments scénaristiques un peu foireux, notamment dans le 3e acte où on a un peu l'impression qu'ils ont décidé de tout faire exposer à l'écran, dans la même veine que tous les films faits pour les publics familiaux aujourd'hui, qui j'ai l'impression doivent rivaliser avec TikTok et se retrouvent à être ultra sous influence presque. Enfin, c'est extrêmement cuté et rapide. Tout cela étant évacué, j'ai passé un super moment. C'est vraiment la séance du dimanche soir parfaite. Si vous avez la déprime qui fasse nuit à 17h, allez voir Zootopie à 17h15. C'est la meilleure séance de ma semaine, voire de mon mois. J'ai passé... En fait, il y a un vrai travail, je trouve, des personnages, et même sans connaître ce qui se passait dans le film d'avant, et heureusement parce que le film est sorti il y a 10 ans, si je dis pas de bêtises, donc il fallait qu'ils... 2016, ouais. C'est ça, donc il y a un moment donné où il fallait, je pense, qu'ils incluent un peu plus de public, notamment que les enfants d'aujourd'hui n'étaient pas nés, a priori, mais je trouve qu'il y a eu un vrai travail sur ces personnages, on y croit dès la première minute à leur relation à tous les deux, on comprend très bien ces nuances, j'adore le fait qu'ils tirent sur le côté fausse rom-com, buddy comedy. Parce qu'il y a des fanfictions érotiques je suis pas étonnée. sur ce Vu duo. le dessin du renard. Vu le dessin du renard, t'as dit ? Oui, j'assume. Et je crois que c'est un peu fait exprès de jouer sur cette veine-là. C'est ça. Pour nourrir. Parce qu'il y a vraiment une lecture adulte du film qui est assez rigolote dans l'humour et dans Ils assument le côté couple. Enfin, mais même au-delà du côté couple, je trouve qu'il y a des blagues vraiment. Ils se permettent des conneries qui. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans un film pour enfants. Dans le 1, il y avait des vannes sexuelles sur le fait que les lapins se reproduisent beaucoup. Notamment. Alors ça, il y avait pas, mais il y avait d'autres types de vannes là-dessus. Je trouve que même dans la construction de cet univers, on découvre un monde qu'on ne connaissait pas avant, qui touche aux serpents et aux amphibiens de manière générale. Pas aux amphibiens. Aux reptiles. Aux reptiles, merci, de manière générale. Et je trouve qu'il s'est extrêmement bien construit. Vraiment, juste un petit bijou bonbon, trop bon moment, avec des faiblesses dans le 3e acte, je maintiens, mais ça, c'est... Je pense que on s'en fiche un petit peu en vrai. Un jour, faudra qu'on fasse un focus sur pourquoi les renards Disney sont-ils aussi sexy. Oui, parce qu'il y avait déjà Robin des Bois. Robin des Bois, bah ouais. Je m'arrête là. Non, mais je sais. À quand le live action, tu sais, de Robin des Bois ? Mais du coup, moi j'ai une question, Yuri. Est-ce que la petite lapine, elle te plaît ? Non, elle est trop enfant, je trouve. Elle est un peu, ouais, quand même. C'est un peu mais elle est dessinée avec des hanches. Bah, clairement, je comprends pourquoi il y a des fanfictions érotiques, mais bon, après, juste. Voilà. De toute façon, les furries, c'est comme un drôle de bail. Ouais. En fait, vous pensiez qu'on allait débattre de Zootopie 2, mais non, on va débattre exclusivement des fanfictions érotiques sur les lapins et les renards. Yuri, le film. Insane. Bah, moi, pareil, je trouve que c'est une excellente surprise parce que comme beaucoup, je sais pas, en tout cas moi, j'ai un peu soupiré quand j'ai vu l'annonce du projet parce que Disney ne faisant plus que des suites, des reboots, des prequels et des machins. Mal fait. Quand ils ont dit génial, on va faire un film Zootopie 2 10 ans après le premier, je me suis un peu dit fait chier quand même. Pourquoi toucher à ce film dont le premier, vraiment, j'adore le premier, je trouve que c'était en tout cas à l'époque, et je l'ai revu depuis plusieurs fois, c'est un bijou d'écriture, de comédie, d'intelligence, avec énormément pareil de strates de lecture et globalement de compréhension, ce qui fait qu'en effet tu peux voir le film en étant enfant et en étant adulte, et le film a fait un giga carton, donc je pense que c'est aussi pour cette raison là. Et ce qui m'a plu de prime abord dans ce film, c'est que je sens qu'il a été fait avec énormément d'amour et d'enthousiasme. Ce qui n'est pas un truc que j'ai ressenti dans un Disney ou même dans un Pixar depuis super longtemps, où tu as l'impression que les films sont faits pour des raisons de cahier des charges, il faut sortir un film, donc on va faire une suite, donc en fait on le fait, et il y a un amour du détail, de la blague, justement de la petite connerie, du petit ajout, du petit clin d'œil, de quelque chose de tellement méticuleux, de minutieux, d'intelligent, avec justement une espèce d'amour de chaque plan est réfléchi, et en fait c'est le premier truc qui m'a marqué quand j'ai vu le film, c'est que je me suis dit putain, ce film a été fait avec soin, par des gens qui aiment ce qu'ils font, par des gens qui ont envie de le faire, et justement le film se termine d'ailleurs par pas un film de machin, un truc, ils disent un film by everyone at Disney Animation. Donc en fait et ça, pour traduire un film de la part de tout le monde chez Disney Animation, et du coup je trouve qu'il y a un truc hyper chaleureux, en fait juste communicatif, et qui je trouve se ressent dans le film.
Non, j'avais juste noté la super horrible chanson de Shakira qui revient pour ce film. Elle avait composé la musique du premier, et là c'est le cas aussi. Mais là, au-delà de la musique de Shakira, la musique de Michael Giacchino, pareil. Non, mais ça c'est vraiment bien. Oui, mais en fait, du coup, qui fait un travail minutieux qui est entre la parodie, le pastiche, il y a une idée de musique à chaque scène. Enfin, tout ça est quand même assez brillant. Là où je te rejoins un peu, mais je pense que c'est pas un truc de il faut que ce soit pour TikTok et tout, c'est juste qu'en fait Attends, et vous pouvez expliquer un tout petit peu plus cette histoire de musique de Shakira pour nos auditeurs? Oui, parce que j'ai commencé ma phrase, mais je l'ai pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Je voulais dire que la musique de Shakira est désastreuse et que je l'ai dans la tête depuis, et c'est un problème, alors que je ne l'ai pas écoutée, et je veux juste dire qu'elle a été écrite, les paroles ont été écrites par Ed Sheeran. Et sincèrement, c'est du détournement de fond, même s'il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que je vous invite à lire les paroles de cette chanson. Qu'il ait un crédit de parolier, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, vu ce que tu as dit sur les hanches de la lapine, moi, du coup, j'ai envie de faire un petit lien avec Hips Don't Lie et la voir danser là-dessus. Par pour contre, TikTok. le dessin du personnage de Shakira dans le film, c'est indécent ce qu'ils lui ont fait. Enfin, c'est vraiment. C'est le même que dans le 1. C'est une girafe, non? C'est ça? Ouais, c'est une gazelle. Elle s'appelle Gazelle et elle a l'accent de Shakira et elle est turbo bonne. Et avec des gros tigres musclés qui dansent autour d'elle et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Super. Et donc, ça, c'est le premier point. Et après, je laisse Rita réagir. Mais en fait, juste sur la fin du film, je trouve qu'il y a un côté où le film, en fait, sur sa première heure, moi j'étais à 100% dedans, parce qu'en plus ça rappelle un peu, je trouve, l'humour des Zaz, y a-t-il un pilote dans l'avion et compagnie. C'est-à-dire qu'il y a une idée, une vanne par plan, et avec notamment ce truc qui se perd complètement, je trouve, dans les films de comédie américaine, qui est que une vanne qui est à l'arrière-plan ou qui va venir au premier plan et ainsi de suite, ou alors l'inverse, quelque chose qui au premier plan en fait va d'un coup basculer au troisième plan, et tu vas avoir une scène qui va se dérouler devant tes yeux, et en même temps 3 niveaux de vanne à la suite en jouant sur la profondeur de champ. Enfin, il y a comme ça une espèce de foisonnement visuel que je trouve génial. Et dans la dernière partie du film, ce qui est un peu chiant, c'est que en fait ils doivent quand même raconter leur histoire, et du coup à partir du moment où le film bascule dans le régime purement narratif de il faut que l'histoire avance, donc il faut que ça arrive comme ça, il faut que du coup il y ait ce genre de rebondissement, on est sur un truc un peu plus balisé, un peu plus cousu de fil blanc, mais ça revient sur les rails, quoi. Ça revient sur les rails, et du coup c'est un peu plus dommage parce que la première heure est incroyable. Vraiment, j'étais là, mais qui se permettent ça aujourd'hui, mais c'est fou. Et du coup, franchement, moi j'étais hyper satisfait du film, quoi. Et j'ai tellement hâte de le rattraper, Laurent. Moi j'ai une question, parce que j'ai vu dans la bande-annonce qu'il y avait la présence de larges mammifères marins, notamment sur des morses, des phoques, des trucs comme ça. Incroyable. Est-ce qu'ils sont encore là? Enfin, parce que ça peut être un point pour me vendre le film. Ah non, mais d'ailleurs, peut-être aller le voir à cause ils sont de ça. là, mais ils disent tous Hey Bob, et Hey Bob. Comme ça. Et ils servent de navette en fait pour passer, pour être dans un marais. Wow. Et c'est vraiment. Il y a un pour plan. le coup, en construction de monde, il y a vraiment. Il y a un world building bien travaillé. Il y a un plan sur un morse que je trouve fou. Enfin bref, que tu. Ça, je vais y aller, du coup. Je vais devoir y aller. Je pense ma blague préférée du film, no context spoiler, ma blague préférée du film, je pense que c'est les Zebros. Ah, les Zebros, bien sûr. Voilà. Les deux zèbres. Non mais dis pas, explique pas. Des zèbres qui sont frères a priori, mais je veux pas en savoir plus. Zebros. Voilà, écoutez, allez-y, que vous vouliez y aller en famille ou pour trouver le renard sexy. C'est vraiment pour tout le monde, ce Zootopie. Changement d'ambiance, Valentin, on a passé une semaine un peu plus tendue. On est allé voir Les Enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Suzanne ? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses 2 enfants, rend une visite surprise à sa sœur Jeanne, qu'elle n'a pas vue depuis un petit moment. Au réveil le lendemain, Jeanne découvre sidérée que Suzanne est partie en lui laissant ses 2 enfants, Gaspard 9 ans et Margot 6 ans. En se rendant à la gendarmerie, Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée. Suzanne a fait le choix insensé mais volontaire de disparaître. Valentin, on va peut-être reparler un tout petit peu de Nathan Ambrosioni, qui est donc un réalisateur qui est excessivement jeune. Ouais, je crois qu'il a 25 ans. Je crois qu'il a 24 ou 25 ans. C'est son 3e long. Il y avait eu Les Drapeaux, je crois, le premier. Et surtout Tony en famille, dont qu'on avait beaucoup apprécié d'ailleurs dans l'ensemble, à la Perche. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du coup de Les Enfants vont bien ?
Je trouve que c'est un beau film, c'est-à-dire que c'est très maîtrisé. La première chose qu'il faut mettre en valeur, c'est ça, c'est l'écart entre l'âge du réalisateur, le manque d'expérience potentielle et le recul qu'il a sur cette histoire-là, qui est quand même une histoire terrible. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand même une thématique étrange à aller explorer. Ça implique aussi beaucoup de choses dans le travail du film, parce que dans la direction d'acteur, etc., il est censé quand même diriger des enfants, et les enfants sont vraiment impeccables. Ils sont super, les deux. Ouais, non, vraiment, franchement, je trouve que là-dessus, le film est très maîtrisé. Je trouve que c'est très, très touchant, très... ça prend le temps d'être doux, d'explorer vraiment en douceur. Avec, je trouve que le système d'ellipse et d'écriture du film est assez habile. Il en fait pas trop. Je trouve qu'il déroule bien le fil de qu'est-ce que ça ferait en fait que quelqu'un disparaisse, vraiment qu'une mère disparaisse en plus, parce que je pense qu'il creuse aussi cette idée-là, qu'une mère disparaisse en laissant ses enfants derrière elle. En fait, qu'est-ce que ça produit sur son environnement, qu'est-ce que ça produit sur ses enfants, qu'est-ce que ça produit sur sa famille. Bon, je trouve que cette question-là, elle est très dure. Le film est très patient. Je trouve qu'il est très bien construit, et il tient beaucoup sur la performance de ses acteurs. C'est vrai que j'ai cité les enfants, mais il y a Camille Cotin, il y a Monia Chokri, et il y a Juliette Armain aussi sur quelques scènes. Qui joue justement cette mère qui disparaît. Mère qui disparaît, mais elle a une scène du coup, mais qui est déjà très 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 belle. Il y a aussi Guillaume Gouy qui joue un policier que je trouve que c'est un acteur qu'on voit trop peu. Donc tout le casting est vraiment très 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 bien. Le film du coup tient pour ça, parce qu'il n'y a pas de fausses notes tout le long. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Écoute, je suis peut-être un poil plus dur que toi, mais je pense que je suis pas complètement la spectatrice pour aller voir ça. C'est-à-dire que moi, les drames familiaux comme ça, il me faut peut-être un peu plus de tension, je pense, pour être vraiment dedans. Et j'ai trouvé notamment dans la deuxième partie qu'il y a un moment où le film ronronne quand même un petit peu. Mais là où je te rejoins, c'est que effectivement, et ça m'avait déjà frappé d'Anthony en famille, que j'étais allée voir en me disant qu'a priori c'était pas pour moi. Je trouve que ce qu'il arrive le mieux à faire et qui est quand même assez impressionnant, c'est à réussir à être vraiment du point de vue de tous ces personnages, et que là vraiment à la fois les deux enfants et Camille Cotin, et même un peu d'autres personnages quand même qui circulent dans le film, il arrive chacun à leur donner de l'épaisseur, des non-dits, etc. Ça, c'est assez réussi. Je trouve effectivement l'écriture assez impressionnante quand même. Ouais, très habile. Et j'ai regardé, j'ai guetté au générique de fin s'il avait été accompagné. A priori, il l'a vraiment écrit tout seul, donc assez chapeau. Après, à la mise en scène, je trouve que c'est très classique. Mais c'est vrai que dans ce style-là de film français, c'est quand même le haut du panier. Enfin, je trouve que, mine de rien, il y a quelques scènes un peu clichés, je pense. Et d'ailleurs, c'est aussi au scénario, mais le fait... Tout le passage avec Camille Cotin et l'histoire avec leur père, etc. Je trouve que c'est des explications, on serait bien passé, la scène d'hôpital, etc. Je m'en serais bien passé. Mais par contre, je trouve que notamment le début dans la station-service, avec ce qu'on croit qui va être un abandon, puis finalement non, il y a quand même pas mal de petits moments où il arrive à créer des espèces de faux suspens à des endroits où c'est assez habile. Bah, c'est sûr que c'est pas un thriller, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une ambiguïté qui démarre au début comme tu dis, la première scène, c'est-à-dire qu'elle part, et bon, on pourrait se dire il y a une enquête où il y a un début de rebondissement qui pourra se produire. Or, en réalité, c'est beaucoup plus proche d'un film sur le deuil que d'un thriller potentiellement. Donc, en réalité, il se passera rien après la première scène. C'est-à-dire que les choses sont établies et on en s'en tient là. Le film dresse un constat et il explore ce constat-là. Je suis d'accord sur la question de la mise en scène, où parfois, je trouve qu'effectivement il y a des choses qui sont un poil trop appuyées. Par exemple, le film s'ouvre vraiment sur une espèce de surimpression avec le visage de la mère et la route qui défile, et en fait on comprend, donc il y a un moment sur le visage et les enfants à l'arrière. Donc en fait voilà, le film est très signifiant par rapport à ce qu'il dit de l'intériorité des personnages, qui n'aurait pas besoin d'être explicité parfois visuellement. En tout cas, à ce compte-là, il fallait l'écrire ensuite différemment. Parce que je trouve que c'est assez bien du coup écrit pour qu'on n'ait pas besoin, qu'on puisse se passer en fait de ce genre de métaphore. Parfois un peu il fait des doubles choix et il redit des choses. Je suis d'accord avec ça, il y a des redites à la mise en scène de choses qu'on comprend par le scénario. Par facilité aussi, je pense, de vouloir faire de l'image et de vouloir faire des belles séquences. Cette première séquence, potentiellement, on lui aurait reproché l'inverse, de dire t'as juste filmé ton scénario, quoi. Exactement. Donc en fait, je trouve que là, des fois, c'est trop dit, mais ça m'a pas profondément sorti du film non plus. Je trouve aussi il essaie de tramer une histoire d'homosexualité, c'est-à-dire que Camille Cotin est lesbienne, et donc elle a cette relation avec Monia Chokri qui du coup gravite. Je trouve que là c'est typiquement cette relation-là. Elles sont séparées depuis quelques temps. Elles ont été mariées, elles ont été je crois 12 ans ensemble, un truc comme ça, mariées, séparées. À cause des enfants. Parce que Monia Chokri voulait des enfants et pas Camille Cotin. Camille Cotin se retrouve avec ces deux enfants-là, voilà. Bon, et là je trouve que c'est marrant parce que pendant un long moment je me dis qu'il gère bien ça et que il essaie de construire quelque chose, et après il y a une scène qui je trouve effondre un peu le truc, où je me dis en fait scène du resto. Ouais, la scène mais moi c'est l'inverse. Je trouve que c'est au contraire, je trouve ça très intelligent. Chacun se dira que potentiellement c'est je trouve que c'est un peu attendu, et que donc du coup ça me ruine un peu l'effet. J'aurais préféré que le film prenne une voie plus innovante, plus fluide. Je trouve que c'est un peu dans des carcans, des schémas qui me paraissent un peu trop tradis et qui collent pas avec le reste du film. Mais c'est marrant parce qu'on en parlera en off. Alors on n'a pas compris la même chose que moi. Justement, j'ai eu peur que ça tombe dans un truc classique, et pour moi il l'évite, et je trouve ça plus cruel mais plus
mais plus chouette. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, non, bon, là, on laissera peut-être les gens apprécier. Mais en tout cas, parce que là, vous comprenez pas. moi, je suis resté au renard sexy. Moi, pas de renard sexy dans ce film-là. Mais non, il y a un truc aussi que je trouve assez, pour le coup, assez inattendu, c'est que c'est un drame familial, mais qui en fait, au contraire, commence par le drame et finalement va plutôt vers le positif, vers la famille. Entre guillemets. Oui, en fait, va vers la famille. C'est-à-dire que quand même, on voit une famille se recomposer pendant le film. Même si je trouve que ça arrive relativement tardivement avec le film. Et je pense que c'est peut-être ça que j'ai reproché un moment. C'est qu'à un moment, je me disais, bon, en fait, on a un peu compris. La situation, elle est bon, en vrai, inextricable. Et je pense que la dernière ellipse arrive un peu tard pour moi. Mais bon, franchement, là, je cherche un peu des poux. Je trouve, disons que voilà, moi, je suis pas la spectatrice de ce type de film a priori. Et je trouve que c'est quand même très maîtrisé, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. En vrai, dans l'ensemble, t'as raison, c'est le haut du panier dans son genre, ouais. En effet. Et Camille Cotin, effectivement. Mais Camille Cotin, moi, c'est vraiment une actrice que j'adore, je crois. Bah là, en tout cas, elle est impeccable. Moi, j'avoue que. Elle est quand même souvent. Pardon ? Monia Chokri, très bien. Elle est super, mais elle a un petit rôle. Tout le monde est très bien. Le casting a été très bien fait, encore une fois. Et la direction d'acteur est impressionnante. J'ai rarement vu des gamins aussi bien. Et moi, je suis très contente de voir un réalisateur jeune. Enfin, ce mec, il vient. C'est pas quelqu'un qui vient du Serail. C'est quelqu'un qui a fait son premier film avec Camille Cotin. Ça s'est tellement bien passé. Non, c'est pas avec Camille Cotin le premier. Tony en famille, c'est son deuxième. Les drapeaux, c'était avec Guillaume Gouy et. Ah pardon, je pensais que c'était son premier. Non. C'était avec Guillaume Gouy. Mais son premier, il a plus ou moins. Surtout le premier, il l'a fait à l'arrache tout seul. Noémie Merlan. Qu'il a genre. Et même celui d'avant, même avant les drapeaux de papier. C'est celui d'avant, je crois. Parce que le drapeau de papier, il était déjà produit et tout. Mais celui d'avant, il l'a vraiment financé, tourné, fabriqué. Donc il a sorti un long métrage solo juste par. En étant mineur, je crois. Oui, voilà, en ayant 18 ans. Donc on est juste par son engagement, sa conviction et son envie de faire des films. C'est pour ça que je trouve ça hyper cool à saluer. C'est trop bien. Moi, j'ai envie de voir la suite de la carrière de cette personne et particulièrement son lien avec Camille Cotin. Il y a un truc où des metteurs en scène avec des acteurs et actrices qui créent un bout de carrière comme ça ensemble, c'est super intéressant, d'autant plus quand c'est aussi organique que ça, quoi. Mais d'autant qu'il arrive, non seulement c'est quelqu'un qui s'est démerdé pour faire des films un peu tout seul, mais surtout, notamment Tony en famille, ça a eu quand même un succès assez un vrai succès populaire avec en temps de Covid et compagnie. Donc il y a quand même eu plusieurs obstacles à ce que ça se passe bien. Et en fait, Tony en famille a quand même vraiment bien marché. Et en plus, je crois, une très belle vie en diffusion télé, en VOD. Donc c'est un film qui a aussi une vie après son succès en salle. Non, mais si je peux apporter un petit bémol, moi je trouve il y a quand même un truc qui me frappe quand je regarde le film, c'est de me dire que le réalisateur il a 26 ans et que je trouve que le film respire pas la jeunesse et l'innovation. Maintenant, dans ses qualités, dans ses défauts, parce qu'on a vu quand même beaucoup de films beaucoup plus mal écrits. On se fait critique pour l'objet de la critique, mais dans le fond, il y a quand même beaucoup de films beaucoup plus mal écrits qui sortent tous les ans et construits par des gens qui ont 2 fois son âge. Tous les jours. Tous les jours. Et puis je pense qu'en plus, il y a vraiment une sincérité qui transparaît. Donc on vous encourage quand même, en tout cas, si vous êtes amateur de ce style de film, allez voir Les enfants vont bien. Je pense que c'est quand même le haut du panier des drames français qui sortent tous les ans. On va parler d'un autre film français, c'est Dites-lui que je l'aime de Romane Bohringer. Peut-être avais-je surtout l'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Vous aviez quel âge ? Romane Bohringer décide d'adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l'obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qu'il a abandonnée quand elle avait 9 mois. Et effectivement, j'ai vu vos têtes pendant l'introduction. Vous aviez trouvé que c'était pas clair et qu'on avait l'impression que c'était... que ce que j'avais dit était pas clair sur le mix entre Clémentine Autain et Romane Bohringer, non. J'ai rêvé. Moi, j'ai rien trouvé du tout. Vous avez rien trouvé du tout. C'est encore toi, Elisabeth. C'est encore moi et toute seule dans ma tête. Alban, donc Dites-lui que je l'aime. Donc c'est le 2e long métrage de Romane Bohringer en tant que réalisatrice. Après L'amour flou que tu avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé, ouais. Elle a fait la série L'amour flou après aussi. Oui, tout à fait. Pendant le Covid. Ouais, je crois que c'était pendant le Covid. Mais c'était pas mal. On en avait parlé à l'émission et c'était pas mal. J'avais préféré forcément le long métrage, mais et là elle revient avec une sorte de docu-fiction parce qu'effectivement tu l'as dit, elle l'adapte. En tout cas, elle essaye d'adapter le livre de Clémentine Autain, mais elle n'en tire pas une adaptation comme on pourrait s'attendre d'une fiction. C'est un peu un film, on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte d'autofiction work in progress où elle essaye d'adapter
d'adapter le livre, elle fait l'aveu de son échec plus ou moins, même s'il y a quand même des scènes avec des actrices qui jouent le rôle de Clémentine Autain et de sa mère. Et en même temps, la grosse partie du film, en tout cas celle que moi j'ai préférée, c'est effectivement son rapport d'autofiction entre la recherche d'une mère qui est celle de Romane Bohringer et la femme avec qui elle a partagé la vie de Richard Bohringer pendant 4 ans. Bref. Et en fait, le film est un peu inégal. C'est-à-dire qu'au début, on jongle entre l'histoire de Romane Bohringer et l'histoire de Clémentine Autain. Et le problème, c'est que pourquoi pas, en fait, Romane Bohringer veut nous raconter ces 2 histoires, mais je vois pas quel est l'intérêt de les mixer, enfin de les mettre ensemble. C'est-à-dire que l'histoire de Clémentine Autain, fille de Dominique Lafont, actrice de notamment Dites plus que je l'aime de Claude Miller, etc. Oui, Claude Miller. Mm-hmm. Claude Miller, oui. ouais. Pas à confondre avec un autre Miller beaucoup plus dans la sauce ces derniers temps. Et voilà, donc en fait, elle a un parcours intéressant. Si on n'a pas lu le livre de Clémentine Autain, on a envie de savoir quelle est son histoire et quel est le rapport qu'elle entretient avec sa mère. Et de l'autre côté, Romane Bohringer avec une maman qui s'appelait Maggie, qu'elle a peu ou pas connue, en tout cas pas très bien connue. Et en fait, ces 2 histoires-là, pendant la première demi-heure du film, elles sont croisées et on ne sait pas ce que veut nous raconter Romane Bohringer. Et moi, je suis presque mal à l'aise quand je vois le passage entre les 2 histoires. C'est-à-dire que c'est complètement artificiel parce que, en tout cas sur cette première partie du film, Romane Bohringer, il va quand même avec des gros sabots où elle filme des sortes de faux rendez-vous avec sa psy, où elle lui dit alors c'est normal que tu trouves que le livre de Clémentine Autain te touche autant, ta maman t'a abandonné. En fait, on sait pas ce que ça fout là. Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'ensuite le film, une fois qu'il s'intéresse uniquement à la recherche, à la quête de Romane Bohringer pour sa mère, ça m'a pris parce que il y a déjà matière à faire un film, c'est-à-dire qu'il y a plein de documents. Fallait pas le. Il y a plein de documents super intéressants qui suffisent à eux-mêmes sans avoir l'exemple de Clémentine Autain, même si on sent l'admiration de Romane Bohringer pour Clémentine Autain qu'elle essaye aussi de mettre en scène dans le film. Et le parcours de la mère de Romane Bohringer a l'air incroyable. Et en empruntant autant l'histoire de Clémentine Autain, ça a des manques sur la propre recherche de sa mère. Et du coup, moi, j'ai envie d'en connaître plus sur sa mère, ce que le film aurait dû m'apporter. On apprend que elle a été proche un temps de Wim Wenders, que Wim Wenders lui a dédié un numéro des Cahiers du cinéma, qu'elle a tourné dans un film. Elle est née à Saigon, elle a été abandonnée par sa mère. Enfin, elle a un parcours de vie incroyable, cette dame. Et finalement, on en ressort presque un petit peu déçu parce qu'on a envie d'en savoir plus. Ensuite, je vais peut-être laisser Yuri en parler parce que j'ai aussi des aspects positifs du film, mais peut-être que je les dévoilerai après. Mais Yuri, toi aussi, tu partages ce constat que peut-être que le livre de Clémentine Autain aurait dû rester vraiment une introduction à cette histoire. Non, je suis d'avis qu'elle aurait pas dû se servir de l'histoire de Clémentine Autain. Il est plus radical encore. En fait, voilà, je vais être plus court que toi, mais je suis d'accord avec globalement tout ce que tu viens de dire, et notamment sur la deuxième partie. Moi, le problème, c'est que la première partie m'a horripilé. C'est-à-dire que j'ai vraiment été dans un rejet assez tu m'as envoyé franc. Enfer. En fait, parce que moi, c'est 2 personnalités, à la fois Romane Bohringer et Clémentine Autain, qui me sont plutôt sympathiques. Romane Bohringer, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle est en tant qu'actrice, l'amour flou, j'ai trouvé ça super, et il y avait un côté un peu comme ça intriguant de l'avoir s'emparer du récit intime de Clémentine Autain. Là où en fait ça m'a vraiment vraiment dérangé, et je renvoie les gens à la carte blanche de Félix sur le bourgeois gaze et le regard bourgeois, c'est qu'il y a quelque chose... Cinéma bourgeois pour être précis. Non, mais il parlait de regard bourgeois. Il parlait de regard bourgeois, t'as raison. Et je trouve que en fait ce film, si ce n'est pas Romane Bohringer, si c'est pas Romane Bohringer qui le fait, en fait il n'existe pas. Et notamment au début, quand elle dit j'ai adoré son livre, j'ai envie d'en faire un film, et qu'en fait ça devient le sujet du film, les gens qui ne sont pas Romane Bohringer, et encore une fois je dis ça avec énormément de sympathie pour la personnalité, on va dire, d'actrice et de réalisatrice de Romane Bohringer, en fait elle se tape des rendez-vous avec des producteurs qui leur disent franchement ton film il est quand même un peu pénible, on va pas faire ça, nanani nanana, et en fait elle le film il se met directement en production, il n'y a pas de problème, on fait des essais caméra avec des actrices, et du coup toute la matérialité de fabriquer un film impossible à faire, parce que de son propre aveu, faire un film sur le livre de Clémentine Autain dont visiblement son producteur a eu les droits, je sais pas, c'est comme ça que je m'imagine l'histoire, en fait l'impossibilité de faire un film devient le sujet du film, et à partir de là je dis mais soit c'est ça ton sujet, et dans ce cas-là il y a un vrai sujet, il y a un vrai film à faire sur un film impossible. Mais en fait, elle fait des inserts mais mélodramatiques au possible, où elle adapte l'histoire de Clémentine Autain, où elle fait lire à Clémentine Autain des extraits de son livre, que du coup, je trouve, d'un point de vue de cinéma, presque indécent. Parce que dans ces extraits qu'elle met en scène, elle met une petite fille qui ne ressemble pas à Clémentine Autain, mais qui ressemble à Romane Bohringer. Et à partir de là, je trouve que ce truc de...
en fait, j'ai tellement été touché par un livre que j'ai voulu en faire un film. Je suis désolé, ça arrive à tout le monde de lire un livre et d'être touché par ce livre sans forcément vouloir en faire une espèce d'auto-analyse pendant 1 heure. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait, le vrai sujet du film, c'est son rapport à sa mère. Et du coup, ce film-là, en fait, elle le cache, elle le refoule presque pendant 45 minutes de film avant de s'y intéresser pleinement. Et du coup, je suis d'autant plus mal à l'aise qu'elle se sert de l'histoire de Clémentine Autain pour ça. Parce que du coup, j'ai l'impression quand même que ce récit qui, on le voit pour Clémentine Autain, est douloureux, compliqué. Elle a du mal à lire les lignes qu'elle a elle-même écrites, alors que du coup, j'imagine que c'est des années à la fois de thérapie, d'écriture, d'édition, de machin, de tournée médiatique et tout. En fait, elle s'en sert complètement, et même d'ailleurs, et à des mots, je ne sais pas si je devais trouver ça drôle, un peu sarcastique, ou 100% premier degré, notamment quand Clémentine Autain lit des extraits du livre et qu'en fait c'est entrecoupé par Roman Boranger qui dit « Ah oui, moi aussi, ça me rappelle ma mère qui avait j'imaginais ma cuisine comme ça. Elle avait une cuisine sale, ma mère aussi. » Mais en fait, tais-toi, il y a un truc de « laisse-la parler si c'est ça ton projet. » Ou alors, raconte-moi l'histoire de ta mère. Et du coup, j'ai été hyper mal à l'aise pendant le visionnage de ce film parce que je trouve qu'en effet ces deux films ne coexistent pas et en fait la première partie m'a beaucoup trop mise mal à l'aise et un peu en colère pour que je puisse apprécier à fond la deuxième. Voilà. La parole est à la défense seulement. Non, mais en fait on est d'accord. Le problème c'est que moi ça m'a pas... Effectivement moi aussi ça m'a mis mal à l'aise et ce qui m'a mis mal à l'aise en fait pour résumer aussi ce que tu dis c'est peut-être l'approche quasi nombriliste de Roman Boranger par rapport à l'histoire de Clémentine Autain et la manière dont cette histoire qui est révoltante, qui est tragique, cette histoire me touche parce qu'elle me ressemble et je vais te raconter mon histoire. Elle le fait en miroir et du coup c'est presque comme si elle s'intéressait pas forcément à Clémentine Autain ou si elle s'y intéressait juste par reflet sur elle-même. Et du coup il y a un truc vraiment dérangeant en fait. Et à partir du moment où Clémentine Autain, même si elle revient à la fin, est délaissée, là moi ça me bouleverse parce qu'en fait il y a des scènes qui... Je trouve que Roman Boranger est très forte lorsqu'elle parle de sentiments, lorsqu'elle fait des déclarations d'amour, lorsqu'elle filme son père marcher en fait dans une maison de repos. Moi ça me bouleverse. Ou Richard Boranger, tu le vois juste avant dans un plan d'un film retrouvé justement avec sa mère dans une maison où il habitait, où je trouve que c'est des images qui sont précieuses, tu vois, en tout cas pour Roman Boranger, et c'est comme ça qu'elles sont mises en scène et montées dans le film. Et toute cette partie-là, toute cette recherche même d'images de sa mère, de photos, de textes, de films, c'est vraiment en fait matière à faire de l'autofiction, un documentaire qui est vraiment à la fois un sujet intéressant pour la trajectoire de sa mère, à la fois une de vraies propositions de cinéma. Simplement, on dirait qu'elle a du mal ensuite à relâcher Clémentine Autain, ce qui fait qu'elle est obligée de la remettre à la fin de son film. Peut-être parce que le cahier des charges, c'est il faut adapter le livre de Clémentine Autain. Oui. Et moi aussi, j'ai énormément de sympathie pour Clémentine Autain, même si j'ai énormément de sympathie pour Roman Boranger, mais je veux dire, je l'avais déjà dit pour L'amour flou, etc. Et je trouve ça en fait dommage d'arriver à une sorte de conclusion de film. La fin m'a un peu dérangé dans le sens où on repart en fait de cette histoire de quête de la mère et de l'histoire et de la trajectoire de sa mère pour faire une sorte de fin, de conclusion sur la transmission à ses propres enfants. Et pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait plein de manières de le dire différemment. Et il y a un côté presque... On s'adresse à toutes les femmes et à toutes les mamans qui ont pu vivre cette chose-là. Je suis pas sûr que c'était la manière la plus intelligente de le faire, parce que c'est aussi un film qui parle énormément de résilience dans la manière de Clémentine Autain s'est construit et Roman Boranger. Et il y avait des choses vraiment plus intéressantes à dire sur cette histoire-là, des choses qui par ailleurs ont déjà été dites par Roman Boranger elle-même pendant la deuxième moitié de son film. Et en fait, on sait plus trop sur quel pied danser. Je conseille quand même le film parce que en fait... Oui, pardon, vas-y. Oui, en fait, le film est dans les, on va dire, les 40 minutes qui concernent vraiment son véritable sujet, à savoir la quête de sa mère et de sa trajectoire. C'est passionnant et c'est un vrai sujet de cinéma et j'aimerais voir un film plus long sur ces seules 40 minutes qui font exister son sujet en fait. Et je crois que ma question c'était, est-ce que vous conseillez quand même tous les deux le film à des gens qui n'auraient pas une sympathie d'emblée pour Roman Boranger ou Clémentine Autain? Je pense que c'est compliqué, honnêtement. Voilà. Franchement, sincèrement, Clémentine Autain dans le film, elle est quasiment accessoire. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu sais pas qui est Clémentine Autain. En fait, tu regardes le film, ça te pose pas de problème de pas le savoir. Clémentine Autain? C'est une femme politique plutôt à gauche qui était pendant pas mal de temps avec Jean-Luc Mélenchon et compagnie, mais surtout qui a beaucoup écrit, notamment sur sa mère. Oui, et après il y a des scènes où elle remet Clémentine Autain, où tu la vois en fait regarder un film de sa mère à la cinémathèque, enfin à la bibliothèque de la cinémathèque, et le gars lui dit elle est super cette actrice, et elle dit c'est ma maman, comme si en fait c'est bon, le deuil était fait. Et tout est hyper écrit, enfin c'est un peu pénible. Et c'est lourdeau, alors que on n'a pas besoin de ça quoi. Et toutes les scènes écrites avec la psy de Roman Boranger au début où elle arrête pas de dire je sais pas pendant 20 minutes, c'est horrible. C'est tribunal. Mais faut le conseiller ou pas? Clémentine Autain est acceptée juste par rapport. Mais en fait Clémentine Autain est déjà dans les films de Roman Boranger. Dans L'amour flou,
flou. En fait, elle joue Clémentine Autain. Oui, parce et qu'en Philippe Rebaud est fou amoureux d'elle. Mais parce qu'elles habitent pour être, enfin bon. Oui, ils sont de Montreuil. Et... Oui, elles habitent dans un rayon de 300 mètres. Je pense qu'ils sont amis en fait, par ailleurs. Et elle était aussi là dans la série parce qu'elle a. Enfin voilà, elle est dans tous les films de Roman Boranger. Elle fait partie de son univers. Mais donc vous conseillez quand même. Mais si on aime le cinéma de Roman Boranger. Je le conseille parce que j'aime Roman Boranger. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le film. Ensuite, effectivement, si tu regardes les premières 20 minutes, tu peux hurler, ouais. Mais ok. Et bah peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi. Attends d'être chez soi pour me faire avance rapide. Skipper les 20 premières minutes. Terrible. Et c'est maintenant l'heure du focus de la semaine. Jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que ça n'aura échappé à personne que la saison 5 première partie, donc la première partie de la saison 5 de Stranger Things, est arrivée sur Netflix. La deuxième partie de la saison 1 arrivera aux alentours de Noël. De la saison 5, tu veux dire. J'ai dit quoi? En fait, pour moi, il reste 2 épisodes. Il y a 3 drops. Il reste 3 parties. 2 épisodes et un film. D'accord, voilà. ok, pardon. Donc là, on a eu accès aux premiers épisodes, il y aura encore des épisodes et ensuite il y aura un film. En fait, il y aura 4 épisodes. C'est un peu ça l'idée. Oui, aux États-Unis, ils sortent en salle. Pas ici, parce qu'on n'a pas le droit. Mais... Je pense qu'on fera peut-être un vrai retour sur Stranger Things au sens large, les 5 saisons, au moment de la toute fin de la série. Là, on va aller assez rapidement pour juste avoir un avis autour de la table de ce que donne cette première partie de saison 5, avant d'aller sur notre focus. Notre focus, la question étant pourquoi le cinéma et les séries sont-ils aussi nostalgiques de l'époque Vidéo Club. Mais d'abord, bande-annonce de Stranger Things. Alors, est-ce que déjà tout le monde a fait ses devoirs? Est-ce que tout le monde a vu au moins un morceau de la saison 5? Rita, Laurent, Alban, Yuri aussi? Oui, on a tous regardé sauf toi, Valentin. Moi, je me suis arrêté au milieu de la saison 1. Donc c'est terminé depuis longtemps. Rita, est-ce que ça t'a plu? En 2 mots, j'ai adoré les premières saisons quand j'avais 5 ans, je pense, vu quand elles sont sorties. C'est 2016, la première saison. Ok, j'abuse, j'avais 16 ans. Mais juste, c'est absolu. Enfin, juste cette saison 5, elle est naze. J'ai pas d'autres mots à vous dire que ça. D'accord, c'est naze. C'est absolument nul. Laurent? Moi, je trouve qu'il y a. Je trouve que c'est quand même pas trop mal si on aime bien Stranger Things. C'est-à-dire que ça reprend un peu tous les trucs assez tradis de ce que c'est que Stranger Things, et finalement en fait ça joue sur la grande force de ce que savent faire les Duffer Brothers, c'est-à-dire créer des moments cool, créer des scènes qui vont être cool et que tu vas regarder et que tu vas kiffer. Après, c'est quand même un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que tu sens que en dehors, après la saison 1, ils se pédalent un peu dans la semoule. La 2, elle se tient encore à peu près. Je veux dire, tu vois qu'ils ont du mal en fait à construire un univers autour, que c'est le bordel. La mythologie n'a pas de sens. La mythologie n'a pas trop de sens. Il y a trop de personnages, c'est un peu n'importe quoi. Ça ne tient pas bien. C'est-à-dire que c'est ça un peu le problème de la série. Mais il y a un plaisir à regarder des moments où tu fais genre ah ouais, ça c'est cool. Un plaisir popcorn. Je veux juste nuancer en disant que justement, je trouve qu'il n'y a pas de moment très cool. J'ai vu 2 épisodes et demi. Il n'y a pas de moment très cool dans cette saison. Je trouve qu'il n'y a pas de moment où on les voit ensemble rigoler. Dans l'action, parfois c'est rigolo, mais il n'y a pas les moments. Il fait jamais jour. Il fait tout le temps nuit. C'est tout le temps les moments d'angoisse. Il n'y a pas les moments de. Parce que c'est la fin et que c'est justement, pour moi, je suis pas complètement d'accord. Moi, je trouve que tous les épisodes donnent la sensation d'être l'avant-dernier épisode d'une saison. Ok. Et je trouve que ça me saoule. Mais parce qu'en fait, tu sens qu'ils n'arrivent pas à construire. Oui, c'est un problème. C'est le bordel, quoi. Alban, je crois que t'es un peu plus positif que tes camarades. Oui, enfin effectivement c'est le bordel. Après moi Stranger Things m'a toujours plu. Effectivement il y a des saisons qui sont meilleures que d'autres qui sont au-dessous. J'ai jamais trouvé ça nul ni nanardesque pour reprendre les mots de Félix, mais qui n'est pas là. Mais tapons sur lui tant qu'il est pas là pour se défendre. Et en fait non, moi ce qui me plaît en fait dans cette série, au-delà du fait que je suis complètement d'accord avec Laurent de créer des moments vraiment cool, notamment dans cette 5e saison première partie et dans le dernier épisode, Rita, c'est aussi pour ça que tu l'as peut-être pas vu. Mais moi ce qui me plaît aussi, c'est qu'ils assument complètement l'aspect coming of age de la série avec des trajectoires de personnages qui sont écrits depuis la saison 1 et qui justement je trouve que c'est bien fait, même si parfois t'es gentil hein. Mais non, je suis pas, en fait c'est pas une question d'être gentil, c'est une question que c'est ce que je ressens devant la série et c'est comme ça que je la pense.
Donc en fait, moi je trouve que le personnage de Will est intéressant, je trouve que le personnage de Max est intéressant, je trouve que le personnage qui est interprété par Maya Hawke, dont j'oublie le nom à chaque fois, est super intéressant. Robin. Voilà, en fait, je trouve qu'il y a plein de personnages, il y a des personnages anecdotiques, il y a même parfois des héros qui sont anecdotiques parce que elle devient anecdotique. Ah oui, parce elle est complètement anecdotique. Son Eleven, on est d'accord. Eleven, Will, non pas Will, comment il s'appelle L'autre, ouais. Le brun. Mike est anecdotique, mais je trouve que. Qui est censé être plus ou moins le héros. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que la série a plein de problèmes, mais je peux pas lui tirer dessus gratos en fait. Je trouve que moi, il y a des choses qui me prennent et il y a des choses avec lesquelles j'ai envie de continuer à regarder cette série et pour ça, moi, je pense que je vais finir aussi, probablement. Moi aussi, Yuri. Oui, moi, te fouettant, quoi, vraiment par haine de soi. Non, mais en fait, c'est horrible. Moi, je suis énervée depuis la saison 3. Et tu regardes quand même. Et j'y retourne à chaque fois. Je sais pas, je suis un peu maso. C'est ton ex toxique. Non, mais moi, je suis un peu. En fait, bon. Moi, comment dire, ce qui m'énervait dans Stranger Things continue à m'énerver dans le sens où, en effet, il passe beaucoup plus de temps à t'envoyer des signaux de regarde, on est rétro, on sent le vidéoclub. D'où le focus. Plutôt que de vraiment construire, on va dire, une histoire qui est, comment dire, pas qui tienne la route, parce que je trouve que dans l'ensemble, ça tient plus ou moins la route. Juste, ça ne justifie pas de faire autant d'épisodes et autant de saisons. C'est un peu ça le truc. Moi, je suis désolé, l'organisation en quelques épisodes qui sortent comme ça, avec des trucs de certains qui durent 1h30, machin. Mais parce que c'est de l'événementiel. C'est un peu un aveu de faiblesse de la manière dont on leur laisse faire n'importe quoi. Tu veux un aveu de faiblesse d'une construction sérielle ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, mais les Japonais font beaucoup ça, par exemple, un dernier épisode qui est un film. Oui, non, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est censé de Beverly Place. Mais là, tu vois, là, ça va trop loin. Tu vois, genre, c'est vraiment absurde. Il y a trop de trucs. Mais les gens sont contents, en fait. C'est pour ça qu'ils le font. Dans l'absolu, les gens sont contents, les gens continuent de regarder, et si juste, et ça va permettre de faire le. Vas-y. Mais moi, dans l'absolu, ce que je reproche principalement dans la série, c'est pour moi de rater ces grandes séquences d'action souvent, parce que pour moi, il y a un vrai souci, notamment il y a une séquence là, je crois que c'est dans le premier épisode, où une gamine se fait enlever par des monstres. Oui. Il y a un problème de juste en fait le monstre qui est dans la chambre d'à côté, la mère est dans la. Je suis d'accord. Non mais d'accord. Mais du coup pour moi ça c'est vraiment des deal breakers entre guillemets. Ça casse l'immersion. Encore une fois, la dernière scène du 4e épisode est vachement bien. Oui, elle défonce. Mais du coup je trouve qu'il y a. Elle tourne sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. J'ai pas vu. Du coup je trouve qu'en effet là ils tentent au moins d'amener certains personnages vers une conclusion qui est intéressante, tout en délaissant tout à fait l'héroïne et le héros de la saga qui sont, je trouve, les moins bien traités dans ces épisodes. Ouais. Mais oui, après, bon voilà, ça reste. Et ça va nous permettre de faire la bascule vers le focus, parce que vous disiez que Félix a trouvé ça nanardesque, mais surtout ce qu'il reproche, c'est le fait qu'il y ait une esthétique beaucoup trop publicitaire des années 80. Or, c'est effectivement ce que la série vend depuis le début. C'est le jeu. D'où la question qu'on s'est posée, parce que c'est vrai que quand même le cinéma et les séries d'aujourd'hui, il y en a énormément qui font référence à une espèce de mythologie comme ça des années 80. On vous a posé la question sur Instagram un peu de quels étaient les films des années 80 qui vous étaient restés en mémoire. Alors je tiens à dire que j'ai posé la question beaucoup trop tard aujourd'hui et que donc j'ai beaucoup moins de réponses que d'habitude, mais j'ai eu sans trop d'étonnement du Jurassic Park, Goonies, Indiana Jones. C'est les années 90, Jurassic Park. Oui, mais bon. Oh là là. Ferris Bueller pour toi, Laurent. La trilogie des Retours vers le futur, les films de John Carpenter et Highlander. Highlander, c'est un drôle de délire quand même. Écoute. Highlander, c'est un pur film de vidéoclub. Highlander, ça mériterait un jour qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé dans Highlander. Mais Highlander est un pur film de vidéoclub, c'est vraiment truc. La référence a été placée. Le film et le bordel, enfin bref. En plus de ces films-là, on pourrait citer E.T., on pourrait citer Les Dents de la Mer. Enfin voilà, globalement, vous voyez. C'est 70 Les Dents de la Mer, mais oui. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est le cinéma de Spielberg de toute cette époque-là. T'arrêtes d'être super précis sur le, parce que tu sais quoi, dans les années 80 et dans les années 90, les gens ils louaient des films des années 70. Bien sûr. Donc voilà, donc tu vas bien te calmer, Laurent. Déjà, est-ce qu'on pourrait définir un peu ce que c'est cette mythologie auquelle se réfèrent les films et les séries d'aujourd'hui? C'est une esthétique particulière, c'est du cinéma années 80 typiquement, tu vois, et en fait pour moi ça fait partie d'un cycle qui est d'ailleurs assez connu, où en fait on reprend plus ou moins les trucs qui ont 30 ou 40 ans d'avant, enfin qui datent d'il y a 30 ou 40 ans. Les projets avec lesquels les gens ont grandi. Je pense que les frères de Fer, ils ont grandi avec ça. Et ça voilà, et à chaque renouvellement de génération, machin. Dans les années 80 par exemple, t'avais déjà un truc un peu de fétichiste des années 50, Retour vers le futur, typiquement. En France, alors je vais citer, il y a toute une sorte de résurgence du rockabilly en musique en France dans les années 80 avec des groupes comme les Forbans, enfin des trucs un peu absurdes qu'on a complètement oubliés, mais qui à l'époque étaient assez
était assez connu, et en réalité on l'a revu encore et toujours dans les années 2000 avec les baby rockers qui écoutaient du garage rock des années 70. Enfin, il y a toujours un peu ce truc là, à la fois en effet mené par les enfants qui ont grandi avec ça, ils ont vieilli et donc du coup maintenant ils sont au pouvoir de contrôler ce qui se produit et ce qui se fait et ce qui se fait pas, et donc du coup ils greenlight des trucs qui eux les fait vibrer. Kiwi, c'est ça. Et greenlighter, juste pour dire ce que ça veut dire, c'est eux qui acceptent de valider le financement de quelque chose, tu vois. C'est les exécutifs de studio qui reçoivent le dossier et qui disent on va faire ça ou pas. Ça existe dans le cinéma, mais ça existe ailleurs, dans la musique et autres. Et il y a aussi en fait ce truc qui est lié au fait que ça joue sur une corde qui est hyper, on va dire hyper simple et qui marche chez à peu près tout le monde. C'était mieux avant. Tu vois, genre regardez, c'était mieux avant. Et ce qui est particulièrement redoutable et d'ailleurs discutable, c'est que la mise en scène de ce monde d'avant, tel qu'il est fait en général dans ce genre de série, et c'est typiquement très Stranger fantasmé. C'est révisionniste presque. C'est-à-dire que ça n'est pas, tu vois, typiquement, tu vois, dans Stranger Things, ils sont dans une petite ville américaine qui est, je sais plus dans quel bled, dans l'Indiana, je crois. Dans l'Indiana, il y a un gamin noir dans l'école. Son enfance, elle a pas dû être facile, honnêtement, tu vois. Et ça, c'est complètement occulté. Mais la question de la sexualité aussi, il y a la sexualité, il y a beaucoup de trucs qui sont quand même genre. Il y a Robbins qui est lesbienne, il y a Will qui est gay, et aussi. Et le mec, tu l'appelles Robbins. Elle s'appelle Robin. Oui. Personne s'appelle Robbins. Rockin' Robbins. Robin, c'est Tim Robbins, c'est un acteur. Écoute. Et donc, du coup, si tu veux tout ce truc de cette mise en scène de ce monde ancien, entre guillemets, il est à la fois bidon et en même temps, il correspond à un imaginaire fantasmé de l'enfance. Et c'est pour ça que ça touche les gens, en fait. Et alors, justement, peut-être parce que là, on est de. Tu voulais dire quelque chose, Rita? Non, j'allais juste dire que je suis curieuse de voir comment est-ce que ça va être traité pour dans 30 ans par rapport à aujourd'hui, parce que suite à la fracture d'abord de téléphone portable et puis ensuite d'internet, c'est un point auquel je voulais venir. Personne ne va vouloir revenir. Genre, dans les ados d'aujourd'hui, je crois que personne sera content de revisiter ça. Je me demande si on va avoir de la. Quoi? Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai posé une question. Hein. Non, mais il est pas du tout d'accord avec ta question. Le vieux casse-couille. Non, mais c'est vraiment pas humeur parce que j'arrive pas à retrouver. J'arrive pas à utiliser mon portable, en fait. J'ai un enfant des années 80. On m'a installé des applications, là. Un film dont on avait parlé d'ailleurs sur cette antenne, Time Cut. Oui. Qui était un film Netflix. Déjà, tu dis sur cette antenne alors qu'on est sur Internet, mec. Ouais. Alors là, c'est vraiment l'instant boomer. Hein, donc Time Cut, qui est un truc pareil complètement, genre sur un truc de voyage dans le temps, au début des années 2000, où les gens ont déjà des téléphones portables. Alors, ils n'ont pas Internet pareil, c'est pas des smartphones. C'est ça que je voulais dire. Mais il y a quand même un peu déjà, en effet, ils peuvent s'envoyer des photos et tout, enfin, ça existe déjà. Et ça, je crois que ça a plutôt bien marché sur Netflix. Et honnêtement, en termes de nostalgie, ça se passe en 2003, moi où j'étais vraiment au lycée, ça marchait de ouf. De la même manière que ça fonctionne quand même, quoi. Totalement, je pense que c'est Internet la question. Là où je voulais revenir avec ça, c'est qu'on avait eu un débat avec Valentin, notamment quand on parlait du dernier Wes Anderson, sur est-ce que Wes Anderson se réactionnise parce qu'il ne veut plus filmer le présent. Et c'est une vraie question, je trouve, notamment chez tous ces cinéastes qui, cette année, Paul Thomas Anderson nous a dit d'aller nous faire foutre avec cette question-là, parce qu'il a filmé aujourd'hui, mais lui-même jette le téléphone portable dans la première scène où il est mentionné, tu vois. Donc je pense que ça va être une vraie question de la nostalgie à partir du moment où on a des téléphones portables connectés. Et justement, sur la question du téléphone portable et du c'était mieux avant, c'est de manière générale un retour à un monde qui est entre guillemets plus simple, c'est-à-dire un monde qui est plus manichéen, où il n'y a pas effectivement Internet, les portables, etc. Moi, j'avais été frappée dans une série, pour le coup, qui se passe de nos jours et qui pourtant c'était Outer Banks sur Netflix, qui est vraiment une des grosses teen séries de ces dernières années. Et dans la première saison, ils disent il y a eu un énorme orage et les téléphones ne marchent plus. Et on sent que c'est une facilité. Non, mais c'est une facilité de scénario. Mais c'est une facilité de scénario, mais parce qu'effectivement, ça amenait une simplicité de ce point de vue-là. Alban? Ça a été dit il y a un quart d'heure, mais du coup je vais revenir sur ce que disait Laurent. En fait, effectivement, je suis d'accord sur le fait que Stranger Things joue quand même beaucoup sur cette vague du retour aux années 80-90. Par contre, là où toi tu vois une hiérarchisation, ou même toi Elisabeth en disant c'était mieux avant, je vois à aucun moment la série parler de ça. Je trouve qu'on a défendu d'autres films où justement c'était le sujet et on a dit que c'était génial pour ça. Je me souviens d'un film d'animation dont j'ai oublié le nom, qui était un documentaire d'animation qui faisait les mêmes références que sur Apollo. Je crois que c'était ça. Le Linklater. Ah oui, c'était pendant le Covid, mais je crois qu'on l'avait vachement critiqué pour ça, justement. Moi, il me semblait qu'on en avait dit bien, mais bref, c'est un détail. Et ensuite, tu parlais, à raison, Laurent, du fait que, effectivement, pour la famille de ce petit garçon noir, ça n'a pas dû être facile. Et là, je suis d'accord avec toi. Et la série, de toute façon, occulte énormément tous les concepts et en tout cas toutes les luttes qu'il y a pu avoir à cette époque-là. Simplement, tu as parlé des personnages
homosexuel dans la série, on peut pas dire qu'il soit ouvertement homosexuel, et Non. c'est quand même justement tout l'enjeu de la série, tu vois. Oui, c'est... non, bien sûr, non, mais parce Donc, qu'encore une fois, tu dis c'est des adolescents et donc ils découvrent un peu leur homosexualité, et ça dans l'absolu c'est plutôt pas trop mal fait dans la série en plus. C'est même un des sujets forts de la série, selon moi. Mais si après, je veux dire de manière plus large, en fait, on parle, parce que c'est pour ça qu'on a dit l'esthétique vidéoclub est plus que l'esthétique des années 80, c'est que c'est quand même un cinéma assez particulier, très popcorn, de grands spectacles, etc., dont la figure de proue va quand même être un Spielberg. Et j'ai l'impression que quand même, ces films-là, au lieu de juste raconter les années 80, ils se réfèrent aussi à un imaginaire des années 80. Oui, voilà, c'est ce qui n'est pas tout à fait la D'ailleurs, même chose par que juste exemple, réactiver les années 80. Tout le travail de son musical dans Stranger Things, c'est de la synthwave qui est complètement un délire des années 2010, pas tellement des années 80. Oui, tout en intégrant aussi en fait Donjons et Dragons. Oui, qui était quand même un truc très confidentiel à l'époque. Qui était hyper confidentiel à l'époque et qui depuis est devenu une gigamarque. Il y a aussi tout un vivier. Moi-même, je joue à Donjons et Dragons, hein, donc, oui. tu vois, bon, mais donc c'est un truc qui est assez rentré dans les mœurs, dans les mœurs et dans le monde des gens entre guillemets normaux. Les gens qui jouent à Donjons et Dragons sont normaux, mais dans le sens où vraiment grand public. Là encore. Mais moi-même, tu vois, j'y joue. Donc. C'est bien ce qu'on dit. Non, Elisabeth, pour revenir sur notre petite trame, effectivement, moi je trouvais ça intéressant le fait que les deux figures de proue de cette période-là, dont on se réfère beaucoup, c'est effectivement Spielberg et George Lucas, qui sont tous les deux sortant du nouvel Hollywood, sortant des Dents de la Mer, en fait, qui a lancé le concept de blockbuster, et qui en fait sont même en réaction presque au nouvel Hollywood tel alors que même qu'ils en étaient les fondateurs pour beaucoup, et je trouve que c'est vachement intéressant de les voir de manière très différente. Créer des films qui vont aujourd'hui devenir, et pas que, mais en majorité eux et Zemeckis et je ne sais plus qui a fait les Goonies, créer des films... Richard Donner. Ouais, Richard Donner, merci. Créer des films qui... Je pense que tu dis qu'ils se réclament de la pop culture dans laquelle ils baignaient. En vrai, quand tu regardes Stand By Me de Rob Reiner ou que tu regardes les Goonies, il n'y a rien de fondamentalement années 80 dedans. Non. Mais c'est des choses qui vont pas s'enfermer, mais qui vont être enfermés dans l'idée des années 80. Même Stand By Me, ça ne se passe pas pendant les années 80, mais ça va. Aujourd'hui, quand Stranger Things a commencé il y a 10 ans, les gens disaient, ok, c'est les Goonies mélangés à E.T., mélangés à plein de pop culture qui ne sont pas forcément du cinéma, donc des jeux vidéo, des jeux physiques, donc Donjons et Dragons par exemple, et avec de la mémorabilia, donc des poupées. Enfin, il y avait un truc dans tout l'univers visuel qui part des années 80 et pas seulement de la cinéphilie des années 80. Mais là, tu viens de dire aussi un truc, là, tous les exemples que tu as cités, tu vois, tu as dit les Goonies, Stand By Me, E.T. et Stranger Things, qui ont en commun d'avoir des bandes de gamins comme personnages principaux. Et des gamins qui font du vélo. Et des gamins qui font effectivement du vélo, mais qui du coup aussi participent, je pense, à réactiver ce truc des gamins qui allaient louer des VHS au vidéoclub. Des gamins c'est un délire très américain aussi. Hein, très américain. Les vidéoclubs, il y en avait en France aussi. Oui, bien sûr, mais de cette bande. Mais je pense les enfants désaffectés, c'est pas seulement américain, c'est une question de banlieue. Oui, les enfants désaffectés, c'est grandir. Valentin, vas-y. Non, vas-y. Mais grandir dans une ville où le mode de locomotion le plus traditionnel, c'est soit le vélo, soit la voiture. Ça fait que tu as des bandes de jeunes enfants qui peuvent traîner ensemble dans la rue, et les parents, déjà parce que c'est les années 80 et aussi parce que c'est safe, à peu près, laissent les enfants faire leur vie dans la rue entre les voisins, quoi. Et ça, c'est aussi ce qui donne toute la mythologie des adolescentes des années 2010, genre Pretty Little Liars et tout ça. C'est quand tu vis dans une ville où tu peux marcher chez les gens. Il y a moins ça quand tu vas à New York, parce que les parents flippent un peu plus de te laisser dans la rue, je pense. Valentin ? Ouais, non, je voulais dire qu'il y a un truc aussi je pense, par rapport à la fois à ce que recherchent les spectateurs et les gens qui, du coup, greenlight ces projets-là, et du coup, dans ce que l'industrie, au fur et à mesure, essaye de construire et reconstruire comme imaginaire. Je pense qu'il y a l'idée aussi de l'accessibilité des images. C'est-à-dire que pour les films des années 70-80, il y a aussi ce truc, et vous parlez de vidéoclub, et je pense que c'est très clair, en fait, le film, je l'ai pas chez moi, je peux pas le consulter, je peux pas en voir d'images. Il y a une mythologie qui se construit. Pour certains, parfois même, c'est des films où je pense que les gens ne les ont pas vus, ou alors s'en souviennent différemment de ce que le film est en réalité. Donc je pense que vraiment il y a cette espèce de nostalgie d'un monde où l'image n'est pas aussi accessible, et ça boucle un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment Rita, sur la disponibilité de la représentation des images et tout, des téléphones portables et tout, quand on sera nostalgique d'aujourd'hui. Je pense qu'effectivement ce serait intéressant de voir ce qu'on fait de ça, parce que pour le coup on vit du coup dans une époque où à l'inverse tout est accessible tout le temps, et je pense que c'est un des fondements de la nostalgie qu'il y a dans Stranger Things, de ce que j'en ai vu en tout cas, et dans pas mal de projets de ces dernières années, quoi, de revenir à un truc où l'image était un peu sacralisée parce qu'elle était pas tout le temps là, quoi. Mais c'est juste... Pardon.
Non, vas-y, Non, je disais la nostalgie. En fait, l'idée même de nostalgie, c'est essayer de se souvenir de quelque chose. Si moi, quand je suis nostalgique, je peux regarder beaucoup de photos, sachant qu'en plus je prends beaucoup de photos, je peux regarder les photos et la nostalgie est moins forte. Et c'est une sensation qui peut être désagréable pour des gens. Il y a des gens où tu peux te perdre dans la nostalgie. Il y a une manière de la revivre, c'est de redécouvrir les images. Et donc, si tu n'as pas des photos de toutes tes journées d'adolescent, de quand tu étais ado dans les années 80, par contre, on peut te livrer un film ou une série où tu vas revoir des gens qui te ressemblent faire la même chose. Tandis que c'est pour ça aussi que je questionnais ça. Moi, j'ai grandi adolescente avec un téléphone qui prenait des photos et qui avait Internet. Je veux redécouvrir mon adolescence, je vois mes photos. C'est ça que je veux dire et je pense que ça a ce rapport à l'image là aussi. Et je pense aussi, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire tous les deux, il y a aussi une question de public, parce que la nostalgie, c'est effectivement le public en fait qui l'affectionne tout particulièrement, mais il y a aussi une forme de revanche un petit peu sociale sur ce que cette pop culture était, comment cette pop culture était considérée dans les années 80-90, et comment elle était complètement dévoyée, et comme nous aujourd'hui, la culture des applications, des téléphones, des SMS, des photos, machin, peut être vue par la génération qui nous ont élevés, nos parents, nos grands-parents, etc. Et en fait, d'en constituer aujourd'hui, 30, 40 ans plus tard, une culture à part entière, et que ces gens-là, comme les Duplass Brothers, avec lesquels on grandit, ces gens-là la transforment en quelque chose de socialement considéré, ou en tout cas considérable ou acceptable, donne aussi une sorte de visibilité et de pouvoir à ces images et à ce qu'on en fait à travers des films ou dans des séries. Mais la revanche des geeks. Non, oui, mais non seulement il donne une légitimité à ces images, mais ce sur quoi jouent beaucoup de ces films-là, et je pense que ce sera intéressant de ce que tu dis de voir ce que ça donnera dans 30-40 ans, c'est que ça joue aussi sur le souvenir de ces images. Et ça joue beaucoup plus sur ce qu'on s'imaginait être ces images plutôt que sur ces images en elles-mêmes. Et du coup, peut-être qu'il y a une voix d'un truc de « Ah, à l'époque, les stories Instagram, ça ressemblait à ça. » Et du coup, le cinéma s'emparera peut-être ou non de ce genre de code. Mais je trouve que se dire que, en fait, c'est des schémas visuels et narratifs dont on a l'impression que c'était cela, et du coup, on joue sur le souvenir de ça. Mais sur le fantasme. Même. Complètement, ouais. Mais si tu veux, et c'est aussi, c'est un truc dont on parlait un peu tout à l'heure, mais ça rejoint en fait ce que tu dis, c'est comment tu imagines ces images des années 80, comment tu réinterprètes ces films des années 80 qui étaient eux-mêmes en réalité beaucoup plus grand public et popcorn et simple que ce qu'on a pu avoir ensuite par la suite, où on a essayé de déconstruire ça. Mais il y a peut-être aussi et donc cette espèce de retour à ce style en fait est apprécié aussi parce que c'est une formule qui fonctionne cinématographiquement, quoi, qui est super sympa à voir, quoi. Qui rappelle un moment aussi que ça unissait globalement tout le monde, voilà. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Oui, et c'est la force de Stranger Things que les parents puissent le regarder avec les enfants. Mais moi, je trouve que tu touches un peu au truc. On parlait dans la trame que vous avez élaboré, le côté, les limites de ce modèle-là et à long terme. Je pense qu'il y a un truc là, effectivement, où on touche à quand tu parles de fantasme, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre de vue non plus que les gens qui construisent ces récits-là sont aussi des gens qui sont d'une perspective de vente. C'est-à-dire donc, en fait, de jouer sur effectivement, on va raconter votre passé et l'époque quand vous étiez enfant, que c'était hyper agréable. On va vous le raconter d'une manière où vous êtes le héros et où il n'y a pas de problème. Donc en fait, tu lis la manière dont vous vous en souvenez. Voilà, dont vous voudriez vous en souvenir. Oui. Donc en fait, on vient vous dorloter, on vient de mettre en valeur que effectivement que les parties du réel qui sont un peu élimées de toutes les questions sociales, évidemment, comme vous l'avez dit. Mais aussi, je pense que concrètement, c'est une manière de faire acheter le chaland et de l'enfermer dans une représentation de lui-même qui est fausse. Je trouve que d'un point de vue sur ce que l'art doit produire sur ses spectateurs, pour utiliser des grands mots, je trouve que c'est souvent en fait assez rétrograde. Et c'est du confort. Voilà, ça enferme les gens. On parlait de culture du doudou, etc. à un moment. Je pense que c'est un peu un truc qui enferme le spectateur aussi, sans infantiliser qui que ce soit, mais je pense qu'il y a ce risque-là. Il y a un truc assez intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est qu'on n'a pas parlé par exemple de Super 8 de J.J. Abrams, mais donc lui, il fait ça, et derrière, il réalise un Star Wars qui en fait est une copie quelque part, enfin le 7 c'est une copie du 4. On a un Steven Spielberg qui fait Ready Player One, qui est un espèce de film hommage avec des références qu'il a lui-même touchées, etc. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de quelque part d'une culture un peu en vase clos. Et en autophage en fait, au bout d'un moment. Enfin, tu vas à un moment... Même, tu vas aussi à un moment avoir je pense... un truc Stranger Things qui va se nourrir des références de Stranger Things pour faire un néo Stranger Things. Ça va arriver. Quand le film Ça est sorti, on avait parlé. Moi, je me souviens que j'ai mal jugé le film, qui en fait est beaucoup plus intéressant que ce que j'en ai dit, parce que juste j'ai vu des gamins sur des vélos avec des impairs et tout de suite je me suis dit j'en peux plus, il y a déjà Stranger Things. Et je pense que j'avais dit qu'il fallait arrêter avec les adaptations de Stephen King, et c'était il y a 75 adaptations de Stephen King. Laurent ? Non, mais là où je veux en venir, c'est que certes,
j'entends ce que vous voulez dire, mais certes, mais vous avez tort. En fait, ça me paraît normal aussi que quand tu crées une œuvre d'art, entre guillemets, tu te nourris aussi des œuvres d'art qui existent avant, et donc de tes références. L'imaginaire que tu as dans ta tête sur comment est-ce que tu vas adapter une époque en particulier, elle n'est pas seulement nourrie d'archives de l'époque, elle peut être aussi nourrie d'œuvres d'époque. Et tu vois, typiquement, mais aussi d'objets. Non, mais l'exemple que moi je prendrais, par exemple, c'est beaucoup de films sur la résistance française ou pendant l'occupation, pour des trucs comme ça, se sont nourris de Casablanca, par exemple, qui est un film des années 40, qui n'a rien à voir avec la résistance française. Qui met avec la réalité, en tout cas. Qui met un peu en jeu, tu vois, tous ces trucs-là de résistance et d'occupation et de machin. Et en fait, qui n'a pas forcément, en effet, grand-chose à voir avec comment ça se passait à l'époque à Casablanca, parce que Casablanca, ça ressemble pas à comment est Casablanca dans le film. En tout cas, on peut demander à Rita, je ne crois pas. J'y étais pas en 1940. Certes, mais bon. Et donc, du coup, si tu veux, ce mouvement, en fait, de comment est-ce que la culture actuelle se nourrit non seulement de ses souvenirs, mais aussi de comment la culture était représentée déjà à l'époque, me paraît pas choquant et en fait assez normal et assez habituel, quoi. Oui, non, mais en fait, ça me fait penser par exemple à des discours beaucoup plus problématiques, actuels, politiques pour le Front National, de l'image d'une douce et grande France. C'est exactement la même chose. C'est effectivement la publicité telle qu'on montrait la France à cette époque-là dans les marchés. Bien sûr, tous les mecs d'extrême droite qui disent les années 70 c'était vachement mieux. Bah oui, vous étiez jeunes, quoi, vous étiez petits. Non, mais même les jeunes, même ceux qui y étaient pas. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Même ceux qui n'y étaient pas, on fantasme de ça. Ceux qui n'y étaient pas et qui fantasment une époque révolue qui leur semblait plus douce pour eux. Et bon, et même ceux qui y étaient, qui étaient enfants. Après, je veux pas dire que les frères From Stranger Things to Eric Zemmour, real quick. Voilà, mais bon, j'essaie de pas. C'est connexe. Mais oui, bien sûr. Mais j'allais finir ma phrase et dire que justement, c'était pas pour les accuser eux, parce que par ailleurs, je ne sais pas, et je leur souhaite de ne pas savoir qui est Eric Zemmour. Après, ils ont leur équivalent et leur c'est Vecna, en fait. Non, mais les frères, j'arrive pas à me souvenir de leur nom, parce que tu as dit Duplass, mais c'est pas Duplass. C'est notre frère. C'est pas les frères Duplass, effectivement. Ça serait drôle de voir la version des frères Duplass de Stranger Things. Mais non, les frères Duffer, je pense qu'ils sont peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport à il y a 10 ans, ils ont peut-être même plus la même opinion de cette question-là, parce qu'il y a eu tellement de nostalgie que je pense qu'eux-mêmes doivent être un peu en mode c'est une même commerciale incroyable. Ouais, qu'est-ce qu'on a lancé comme projet, ça j'en sais rien, mais en tout cas, quand ils ont lancé le projet, ils étaient peut-être engoncés dans cette forme de nostalgie sans vraiment l'analyser, et je veux pas leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas, mais c'est vrai que la surmultiplication, et a fortiori maintenant qu'on est dans une économie de la propriété intellectuelle, donc il faut que les gens connaissent déjà le nom de la chose pour créer autre chose. C'est pour ça que j'ai pas vu la série Batman avec Colin Farrell de Penguin, pardon. Et tout le monde m'a dit que, et dans les critiques que j'ai lues, que c'était une super série policière et qu'ils ont été obligés de coller l'IP. C'est au-delà de ça, c'est une super série de mafia. C'est ça. Et ils ont dû coller le Batman et son univers dessus pour que les gens la voient, mais qu'en fait, c'était même pas une série. Le film The Batman avec Robert Pattinson. C'est la même chose, hein, honnêtement. C'est quand même Batman. C'est un film noir avec un peu de Batman pour faire genre. Mais... Oui. Oh, mais Rita, t'avais fini ? T'inquiète. Non, mais pour revenir sur le dernier axe qui était les limites en fait de ce truc-là, bien sûr Stranger Things a surfé là-dessus, c'est son fonds de commerce, etc. Mais je trouve que Stranger Things arrive aussi à un moment particulier, en tout cas au bon moment, parce que ça faisait quand même une quinzaine, si ce n'est une vingtaine d'années que cette nostalgie des années 80-90 revient quand même sur le devant de la scène et pas que dans le cinéma. En musique notamment. En musique, ou même dans la presse. Et typiquement un magazine comme Rockyrama s'est lancé sur la nostalgie des années 80-90 en glissant dans leur numéro des fausses publicités ou alors des anciennes publicités, etc. de cette époque-là. On a aussi même ce qu'on considère comme une sorte de cinéphilie franco-française, très politique des auteurs à la Cinémathèque française, lance des festivals comme Toute la mémoire du monde où justement des films comme Les Goonies peuvent être projetés, etc. Et je pense que cette tendance, ce retour en fait à l'esthétique ou au fantasme 80-90 et pas que incarné par Stranger Things. Non, bien sûr. Mais justement, j'allais même pour conclure dire que effectivement, en plus, ça touche des œuvres qui se passent a priori à notre époque. Enfin, je pense à Drive, par exemple, qui a une grosse vibe 80s, etc. Je sais que des gens disent ça pour It Follows. Blue Ruin.
Pardon ? En tout cas, tout le marketing de Blue Ruin était là-dessus. Je veux qu'on se bat de nouveau sur Blue Ruin. Et après, des adaptations, parfois des choses hyper intéressantes. Moi, je pense à l'adaptation de Damon Lindelof de Watchmen, par exemple, qui est hyper intéressante. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en plus, on dit que c'est très américain. J'ai réfléchi quand même pour conclure le focus à s'il y avait des exemples. Bravo, t'as réfléchi. Alors, on va tous se calmer. J'ai trouvé Dark en Allemagne, qui est la série allemande, qui quand même, je trouve la partie années 80 est quand même très dans un espèce de jeu des références, etc. Et en France, j'ai pensé à Été 85, qui quote directement La Boom, puisqu'il rejoue la scène du casque. Donc il y a quand même aussi La Boom, qui est un film des années 80. Si je puis me permettre, tu as dit qui quote, et tu pourrais le dire en français. Qui cite. Je dois m'appliquer mes propres préceptes. Est-ce que je vais peut-être pas terminer ? Si je vous demande votre film préféré des années 80, allez, on est parti. Je pourrais juste. Oui, Rita, vas-y. Pas sur les films, parce que j'aime pas trop les années 80 au cinéma. Ok. En tout cas, pas cette mythologie-là dont on parle depuis tout à l'heure, d'autres formes de cinéma. Mais je dirais que, en fait, pour finir l'idée de tout à l'heure, c'est que il y a quand même les limites qu'on a citées depuis tout à l'heure, je pense qu'on les cite beaucoup parce qu'il y a un moment où c'est devenu on surnage dans ce genre de projet, et que quand c'était Stranger Things, c'était génial, et que quand ça a donné lieu à des copycats, donc des gens qui font un peu la même chose, ou alors à un surmenage en fait, où on a que des projets qui sont inspirés d'autres choses, qui viennent, pour moi ça rentre dans les mêmes discussions qu'on a tout le temps sur les suites, les remakes, les reboots, où on en a marre du manque d'originalité. Il y a un point où les années 80 en tant que deviennent une IP Karen, en fait, que lieu où loger une histoire, même si l'histoire est hyper diversifiée par rapport à celle d'avant, il y a un moment où ça s'est rentré dans une forme de propriété intellectuelle parce qu'il y a des marqueurs que tu coches. Exactement, et ça devient il y a les Furbies, tous les trucs que tu vois, la même type de musique, le machin. Même là, je trouvais que dans Stranger Things, il y avait un moment Upside Down de Diana Ross, et je me suis dit tiens, c'est drôle qu'il l'ait jamais utilisé avant d'ailleurs. Oui, alors que Upside Down, c'est leur monde. Moi aussi, j'étais très étonnée. Ils avaient juste pas assez d'argent pour les droits musicaux. Là, ils ont beaucoup de thunes. Enfin voilà, et donc mon film préféré des années 80, j'ai pas réussi. Des années 80, mon film préféré des années 80, c'est Running on Empty, à bout de course, de Sidney Lumet. Génial. Qui est quand même un film qui rentre un peu dans ces vibes-là, mais qui est exceptionnel, je dirais. Valentin. Retour vers le futur, en quelque sorte. Ouais. Bon. Et on a pas parlé, mais d'ailleurs, Rick and Morty, qui est une série récente, a quand même une ref. Enfin voilà, Rick and Morty, c'est quand même complètement basé sur Retour vers le futur. Yuri. J'allais dire Retour vers le futur aussi, donc je vais passer mon tour. Bah ouais, on peut tous dire. Alors ouais, non, mais tu vois, j'allais dire il était une fois en Amérique, mais qui fait pas du tout partie de cette vibe-là. Du coup, comme je peux pas dire. Mais qui peut rentrer aussi dans un truc un peu fétichiste. Bah évidemment, des années d'avant. 50, machin, mais comme je peux pas dire Retour vers le futur, je vais dire Star Wars 5. Je sais pas, moi, celui que j'ai le plus vu enfant, c'est E.T., donc je dirais E.T. Bah oui. Laurent ? Alors moi, je vais vous citer un délire un peu à l'ancienne, parce qu'en fait, c'est pas le meilleur film des années 80 que j'ai vu, mais c'est probablement le film le plus agressivement années 80 que j'ai jamais vu. C'est Les Aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension, qui est un film en réalité assez pas du tout, enfin qui est un film complètement absurde avec un super héros neurochirurgien et rockstar qui va dans la 8e dimension, qui est joué par Peter Weller. Merci Laurent. Auquel cas, tu m'as fait penser à mon film préféré du coup des années 80, qui est Les Aventures de Jack Burton dans le Griffes du Mandarin. J'ai cru que t'allais dire ça, voilà. Qui est un film chef-d'œuvre absolu. Moi j'adore avec Kurt Russell qui est extraordinaire. Encore. Donc vraiment, non, et typiquement ça c'est un film agressivement 80s, où en fait si vous voyez ça et que vous voulez vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que le côté complètement cinglé des années 80, vous pouvez regarder Buckaroo Banzai, vous pouvez regarder ça, et Les Aventures de Jack Burton, et c'est vous vous rendrez compte en fait de ce truc. Et vous vous rendrez compte, et on a presque oublié ce film que personne n'a vu, qui est Tomorrowland de Damon Lindelof, enfin écrit par Damon Lindelof. Oui, mais qui est de Brad Bird surtout. Qui Brad Bird, écrit par Damon Lindelof. Oui, mais qui n'a pas grand chose à voir avec les années 80. Bah si, complètement. C'est les années 50. Mais non, il y a aussi les années 80. Ah bon? Je crois. Il me semble. Mais écoutez, n'hésitez pas à réagir à notre focus. On va encore avoir une liste tellement belle de films qui ont à la fois du rapport et pas trop. C'est l'heure des bizarre dit comme ça. C'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors oui, Rita me fait signe que le but maintenant des recos de la perche, c'est d'aller vite, très vite sur les recos de la perche. Rita... Précisément, j'aimerais le dire en 60 secondes. Genre, dis-moi en 60 secondes pourquoi aller voir ou ne pas voir. Tu veux, très bien. Eh bien, en 60 secondes, Rita, pourquoi aller voir Silver Star? Silver Star, c'est un long métrage de Ruben Amar et de Lola Bessis, qui c'est leur deuxième long métrage tous les deux, et c'est une forme de course-poursuite à la Thelma et Louise, à la Bonnie and Clyde, à la...
Bref, une course-poursuite américaine dans mais ils sont français, eux deux, non ? Ils sont français, mais c'est un film totalement américain avec les actrices Troy Liane Johnson et Grace Van Dien, qu'on peut voir dans Stranger Things d'ailleurs. Donc la boucle est bouclée. Et c'est un long métrage plein d'énergie, de fulgurance, de couleurs, de musique. Et je pense que c'est absolument à voir et aussi à soutenir parce que c'est du cinéma indépendant franco-américain et c'est vachement cool, c'est plein d'énergie. Voilà, 39 secondes, bang. Waouh, et bah félicitations. Laurent, est-ce que tu es capable de faire aussi bien pour nous contre-indiquer Fury ? Non. Voilà. Contre-reco, donc. Je pense que non, tu vas faire en 15 secondes. N'y allez pas. Franchement, n'y allez pas. Moi, je l'ai vu à Cannes. Je me rappelle à peine de trop ce qui se passe. C'est en fait l'histoire de Goliarda Sapienza, qui est une autrice italienne, qui a écrit L'Art de la joie, qui est un bouquin qui a cartonné dans les années 90 ou 80, je sais plus. Ça se passe à un moment où elle sort de prison et où en fait elle retrouve certaines de ses anciennes co-détenues avec qui elle a des discussions politiques et c'est giga chiant et globalement un peu teuteux et il y a tout un truc vraiment carrément border sur la prison pour femmes comme une espèce d'utopie lesbienne libertaire extrêmement bizarre. Ouais. Donc le film est à la fois bizarre, chiant et pas malin. Donc n'y allez pas. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle. Sinon, vous pouvez écouter ce qu'on en a dit dans La Perche est à Cannes, où j'étais certainement pas beaucoup mieux là-dessus. 54 secondes. Bah, félicitations, tu veux dire quelque chose, Alban ? Juste préciser, le livre a pas du tout fait un carton dans les années 80-90. En Italie, il le connaissait pas, et c'est parce qu'il a été réédité en France au Tripod que l'Italie a redécouvert le roman. Moi, j'ai une amie italienne qui m'a offert le roman en disant tu vas voir, c'est incroyable, alors que je l'avais déjà lu 10 ans avant parce que c'est ressorti en Italie récemment. Okay. Incroyable. Yuri, toi, tu veux nous conseiller la ressortie du documentaire sur les Doors ? Ouais, c'est un film qui s'appelle When You're Strange, qui est réalisé par Tom DiCillo et qui est un documentaire sur le groupe les Doors et qui est, je pense, un des meilleurs documentaires sur un groupe de rock que j'ai vu de ma vie. Est-ce que c'est un meilleur documentaire que le groupe de rock The Doors ? Wow, alors là, on va pas rentrer dans un débat. Rien à foutre. Dans ce type de considération. Dans ce type de considération, non, mais c'est un documentaire qui retrace admirablement à la fois la vie du groupe, les spécificités, on va dire, individuelles et musicales qui ont fait que les Doors étaient les Doors, notamment un batteur qui vient du jazz, enfin cette espèce de truc fait de brick et de broc avec des histoires complètement dingues, un groupe qui a existé très peu de temps parce que Jim Morrison est mort très jeune. À 27 ans. Donc non, c'est vraiment un documentaire extraordinaire. Si vous aimez la musique, si vous aimez les documentaires musicaux, foncez sur cette ressortie, ou alors il doit être disponible, j'imagine, en tout un tas d'autres formats. Donc voilà. 50 secondes. Tu vois ? Tu vois, comme quoi. Alors que je t'ai un peu interrompu, genre au moins 10 secondes. Ouais. Tout le monde est capable d'être concis dans cette émission. Je vais faire un jingle moi-même, vous allez voir, et ça va être la minute pour oui ou la minute pour non. Voilà, vous allez voir. Rita, maintenant, elle veut censurer les gens dans l'émission. Elle a décidé. Pire titre de Laurent, ça fait 3 fois là, ça suffit. J'aime bien en tout cas, tu sais qu'il y a des espèces de petites offensives comme ça dans l'émission, on décide comme ça. Il y a une rébellion. Il y a des rébellions, voilà, en interne. Le podcast se construit en direct, c'est bien. Ouais, les gens voient qu'on est dans une logique très collective d'organisation de ce podcast. Et on conclut avec la carte blanche de la semaine. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et cette semaine, c'est toi, Valentin, qui signe cette carte blanche. Tu vas nous faire l'éloge de la rétrospective, ou en tout cas nous dire pourquoi parfois il faut, selon toi, regarder les films d'un cinéaste dans l'ordre. J'aime bien parce que je t'ai donné un titre pompeux et un titre pas pompeux, et t'as mis les deux. Bah bien donc sûr. C'est très bien. Parce que t'es à la fois pompeux et pas pompeux, non ? Exactement, un peu. Ouais, on oscille un peu, ouais, effectivement. Non, je démarre en disant qu'il n'y avait pas évidemment 10 millions de manières de commencer à aimer les films. Quand on se met à en voir beaucoup, il y a un moment où on trouve une forme de méthode, même inconsciemment. Il y a celles et ceux qui vont s'attaquer à un genre, épuiser par exemple le filon des films de mafia ou de comédie musicale, ça en concernera certains, ou du cinéma d'animation, d'un certain type d'horreur. On peut aussi se mettre à suivre frénétiquement toutes les sorties salles, je l'ai fait, et on peut enfin sauter sur les trésors des DVTech familiales, mais je suppose quand même que c'est un peu moins le cas maintenant avec la disparition progressive des supports physiques. Moi, ma tactique principale a été forgée, je dois le dire, par mon angoisse très personnelle du contrôle et de l'ordre. J'ai donc choisi des noms de réalisateurs, très peu de femmes au début, évidemment, et j'ai consciencieusement remonté leur filmographie dans l'ordre. Alors, rien de très original au départ. Martin Scorsese, David Cronenberg, Stanley Kubrick, des avatars de la cinéphilie masculine mainstream. Ça a pu un peu glisser ensuite vers des territoires plus niches, mais à la limite, peu importe. Seul compte le fait indiscutable que procéder comme ça m'a beaucoup aidé à construire un regard qui n'était pas forcément le meilleur,
mais qui est devenu un regard personnel. Alors je vais pas m'attarder longtemps sur les raisons évidentes, sur les sentiers rebattus de la théorie des auteurs, mais en effet, il faut quand même le dire, voir 5, 10, 15 films d'une même cinéaste, ça permet de discerner des répétitions, des tics, et par la même occasion d'apprendre l'intérêt, la puissance de tels moyens de mise en scène, de telles manières d'écrire, explorer la construction des décors avec Orson Welles, la matérialisation des paysages avec John Ford, l'importance du rythme avec Sergio Leone ou Sergei Eisenstein. On apprend, je pense, jamais mieux le cinéma qu'au contact rapproché de celles et ceux qui l'ont apprivoisé à leur manière, avec leur singularité. Le revers de cette théorie, c'est aussi qu'en explorant dans le détail une seule filmographie à la fois, on trouve des films qui ne ressemblent pas à leurs auteurs-autrices, des exceptions, des films ratés, des enfants mal aimés, des commandes. Par exemple, Ingmar Bergman a réalisé le premier Rape in Revenge de l'histoire, La Source. Roberto Rossellini, un peu dans les limbes de l'histoire, a réalisé un biopic de Blaise Pascal. Voilà, j'ai découvert ça, pourquoi pas. Et puis parfois, des périodes entières, tranchent avec une sorte de logique finalement. Hitchcock a eu sa période anglaise, sa phase paranoïaque, de la même manière que Picasso aura eu sa période bleue ou rose. Donc voir tout dans un sens chronologique, ça permet de dégonfler aussi les clichés, de saisir les aléas de la vie créative, les tentatives, les échecs, les évolutions industrielles aussi et techniques du cinéma en tant que tel. Mais surtout un peu au-delà de la perspective un peu staccanoviste de vouloir éduquer son regard. Moi j'étais beaucoup là-dedans, j'en suis un peu revenu. Je trouve que tout visionner dans l'ordre, c'est finalement un peu un acte d'émancipation, parce que c'est une manière de refuser l'agenda du jour. Nous qui sommes un peu noyés toutes et tous dans un flot de sorties hebdomadaires qui sont pas toujours réjouissantes, il faut le dire, décider un peu de prendre ce temps libre qu'il nous reste pour se plonger dans les premiers films d'Agnès Varda, de Jacques Tourneur, d'Abbas Kiarostami, de Claire Simon, c'est déjà refuser un peu de se mettre à la page, de suivre le rythme, sortir de l'impératif de consommation, de conformisme, des cadres esthétiques du cinéma contemporain aussi, des conversations redondantes, ronronnantes parfois qui vont avec, prendre du recul sans être réactionnaire mais en choisissant d'être patient. Et avec le temps, à mesure qu'on erre, on finit par revoir, par revenir explorer ce qu'on a déjà vu, et il se produit alors quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, les films qu'on pensait connaître parce qu'on avait pris le temps de les voir dans l'ordre, avec méthode, pour les resituer dans le temps, et ben ils nous échappent de nouveau, notre regard ne cesse d'évoluer, ce que j'aime aujourd'hui, peut-être demain me sera indifférent, un film ne dit jamais rien finalement d'autre que ce que moi j'en comprends maintenant dans le fond, et ce que j'en comprends évolue à mesure que le temps passe, que mon regard évolue, et je trouve que ce constat-là, il rend très humble par rapport à ce qu'on fait toutes les semaines tous autour de la table. En tout cas, c'était pas forcément gagné. Moi, ça m'a rendu un peu plus humble, et je le dois, je crois, assez rétrospectif, que je vous invite donc tous à essayer à un moment. Et ben voilà, regardez beaucoup de films et regardez-les dans l'ordre. Ça va être le mot de la conclusion aujourd'hui. Et ben écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas, Yuri le disait en intro, à vous abonner, à liker, à commenter. On est toujours trop contents de pouvoir réagir avec vous. Bonne semaine.